Donc je me suis dit, ok, la créa c'est bien, mais si je ne peux rien en faire, à quoi bon? Bah ça ressemble à rien quoi, on dirait Tarzan mais sans budget. Je préfère faire un projet à 100% plutôt que 10 à 10% chacun. T'es sans arrêt confronté à, ah bah si je prends des mauvaises décisions, j'ai plus de boîte demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de William Montagu, qui est fondateur et CEO de Boku, une start-up à l'origine d'une invention très particulière, mais je vais plutôt le laisser en parler. Vous verrez, c'est assez original et assez sympa. William, bonjour. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comme tu me l'as dit, tu réponds assez peu aux demandes d'interview, donc on est très touchés et très contents de t'avoir parmi nous. Et on reviendra d'ailleurs aussi sur ce petit côté de ta personnalité par rapport à Boku un peu plus tard. Alors, comme je te l'avais dit, on a un podcast qui s'adresse aux étudiants. On va parler tout d'abord de ton parcours. Et la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu ton parcours, c'est qu'il était très marqué par le design. Et avant même tes études post-bac, puisque tu as fait un bac ST2DA, je crois que c'est ça. STD2A, oui. STD2A. Ok, oui, pardon. Voilà. Là, ça commence bien sur ces techniques du design et des arts appliqués. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette formation? Pourquoi, du coup, tu t'es orienté dans cette voie vers 15-16 ans, c'est ça? Ouais. À 15-16 ans, pourquoi tu t'es dit le design, c'est ma passion, je vais me former là-dedans? Alors, moi, j'ai toujours eu un petit problème avec l'école et l'éducation. Et dès ma sortie du collège, on veut très rapidement nous mettre dans une case bac général, bac professionnel, et c'est à peu près tout. Et moi, j'ai toujours eu une touche plutôt créa. Mais en sortant du collège, impossible de savoir si tu veux faire des bandes dessinées, si tu veux aller en finance. Enfin, c'est très délicat de savoir ce que tu veux faire. Tu as le droit à un stage, c'est en troisième, et tu es censé te baser sur ce stage-là pour décider de ton avenir au niveau de l'éducation. Donc pour moi, ça a toujours été un peu léger. Et on m'a toujours dit, voilà, t'iras en général. Et j'ai eu un prof d'art plastique en quatrième et troisième qui a révolutionné un petit peu ma vision des études, parce que j'étais très mauvais au collège, vraiment très très mauvais. Parce que j'avais pas de motivation. C'est-à-dire qu'au collège, on te demande en gros, comme un petit peu après, d'être motivé pour un avenir dont tu ne connais rien du tout. Et on te dit, viens 7-8 heures par jour bosser avec un sac à dos qui pèse 3 tonnes, motive-toi, rentre le soir, fais 2 heures de devoir, fais ça pendant 3-4 ans, et c'est bon pour toi. Et ça te donne un truc super, mais on ne sait pas encore trop quoi. Et ça me posait un vrai problème. Et ce prof d'art plastique, j'avais des très bonnes notes dans la matière, et il m'a fait comprendre que ma motivation devait naître de la création. Et en fait, si je savais que je voulais faire un métier créa plus tard, il fallait que ça me booste pour toutes les autres matières. Il m'a dirigé donc vers cette formation qui est l'art appliqué, qui est un mélange entre un bac professionnel et technologique. Donc c'est une sorte de seconde ou de lycée général, avec une lourde option en art appliqué, en design et autres. Et cette formation, elle te permet pendant 3 ans de toucher à tous les arts, à toutes les typologies de design, pour qu'à la sortie du lycée, tu saches exactement vers quoi tu veux te diriger. Et ce qui était bien avec cette formation, c'est qu'elle était sans prise de risque. Je m'explique. En première ou en terminale ou en seconde, si j'avais voulu arrêter le cursus, comme c'est basé sur un cursus général, j'aurais pu intégrer n'importe quelle école. Et donc j'ai fait ce cursus et j'ai fini par être major de ma promotion au bac. J'ai eu des super résultats parce que j'étais très motivé et j'ai vraiment pu toucher à tout type d'art et c'était génial. Et ça m'a permis de tout tester et à la sortie de trouver l'école de rêve que je voulais et de trouver ma voie dans le design et dans la créa. Et oui, du coup, après, tu as fait un BTS en design produit industriel et une formation ensuite dans le marketing à l'EIML, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y avait quand même une composante très design dans la première partie de tes études dans le supérieur. Et après, tu t'es dirigé vers le marketing. Est-ce que, du coup, tu voyais un lien entre les deux ou le design, tu t'es dit, bon, stop, je pourrais peut-être pas en faire mon métier, je vais plutôt faire du marketing. Là, je pourrais trouver plus facilement du travail, je sais pas. Ouais, il y a une vraie raison derrière ça. Donc j'étais très bon en créa et j'ai trouvé les études de design vraiment merveilleuses. Le souci, c'est que donc l'ENSAMA, l'école que j'ai faite, c'est une des meilleures écoles de design de France, mais on t'apprend à créer. Mais c'est tout. Et en fait, tu as beau faire le plus beau des objets, la plus belle des peintures, si personne la voit, si personne n'utilise le plus beau tabouret que tu as fait, et ben en fait, c'est assez limité comme type de création. Et ces écoles nous destinent à bosser en studio créatif ou pour des grosses boîtes et ils ne nous poussent pas du tout à être à notre compte. Parce que pour être à son compte, du coup, tu as la notion d'entrepreneuriat, tu as la notion de finance, de marketing, de se vendre soi et ses objets, qui est très délicate à inculquer quand tu es une école de design. Et donc, j'ai très vite trouvé mes limites dans cette école de design, de créa. Et je me suis dit, OK, je sais créer. Ça fait longtemps que je fais des créas à gauche, à droite. Maintenant, il faut que je sache vendre.
parce que c'est mon ambition. C'est un petit peu comme quand tu plantes une graine, tu vois. Bah, tu as envie qu'elle pousse et qu'elle devienne un buisson, puis un arbre. Ou quand tu élèves un enfant, tu n'as pas envie qu'il reste dans sa petite couche ou genre dans son petit lit. Tu veux qu'il devienne adulte, tu veux qu'il inonde le monde entier de ses idées. Et bah, c'est pareil pour les objets d'un designer. Et ça, la seule solution que j'ai trouvée, bah, c'était ok, je vais apprendre moi-même à vendre mes propres objets. Parce que quand tu bosses en tant que dans un studio créa, avant de devenir indépendant, d'avoir assez de notoriété pour pouvoir te faire ta propre pub sans investir des milliers, des cents, et pouvoir vendre tes objets à titre personnel, ça prend du temps, c'est très délicat. Donc je me suis dit, ok, la créa c'est bien, mais si je ne peux rien en faire, à quoi bon? Et d'ailleurs, tu parles de créa, on n'en a pas parlé, mais l'année où tu as passé ton bac, en 2016, tu as aussi participé à un concours de mode parrainé par Carla Brunier, je crois. Exactement, tu as bien fait tes recherches. Et tu as eu le prix du public d'ailleurs. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce concours et notamment sur la robe? Non, c'était une robe, oui, c'est ça. C'était une tenue entière. Une tenue entière qui, je crois, avait une petite particularité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet? Absolument. Alors, il y a eu donc un défilé organisé, il me semble que c'était tous les 2 ou tous les 3 ans dans mon école avec des écoles partenaires, notamment Modart de mémoire, qui est juste au-dessus de l'EIML, mon école de marketing. Et donc, c'est un défilé organisé, voilà, et n'importe qui peut y participer. Par contre, les prix vont souvent être sur la qualité technique des créations. Et donc moi, j'avais plein d'idées dans tous les sens et je voulais absolument participer à ce défilé parce que c'était un peu le premier événement qui aurait pu me permettre de rayonner par ma créativité. Le problème, c'est que je ne savais pas coudre. Donc j'avais le plus gros des désavantages pour cette compétition parce que j'étais pas couturier, j'étais pas je sais plus quel était le thème de la formation, mais j'étais pas en couture, quoi. Et donc je me suis dit, ok, j'ai aucune chance de me battre avec les mêmes armes, les mêmes outils que ceux qui font de la couture. Donc je vais faire quelque chose de drastiquement différent. Et il faut que ce soit vraiment très différent pour que ce soit retenu malgré qu'il y ait zéro technique de couture. Et donc j'ai créé une tenue pyrotechnique. Donc c'est une tenue qui prenait quasiment feu, avec de la laine de fer, il me semble, et qui s'embrasait au fur et à mesure que le mannequin marchait. Donc j'ai acheté des combinaisons unifugées, j'ai mis des aimants, j'ai aimanté la maille de fer avec ces aimants-là. Et le mannequin avançait avec des mains pleines de feu grâce à des gants de pompier, et il s'allumait. Et ça a fait l'unanimité, tout le monde a applaudi, c'est la seule tenue qui a été applaudie du défilé. Et donc j'ai gagné le prix du public, mais aucun autre prix plus technique, on va dire plus prestigieux. Mais c'était le prix que je voulais. Et c'est le premier event qui m'a fait comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de gagner. Il y en a plein d'autres, mais il faut des fois penser out of the box un petit peu. Et c'était un super bel événement et j'ai compris que juste pour ma créativité avec des moyens très basiques, je pouvais faire parfois mieux que les autres. Et ça, c'était un sentiment assez dingue. C'était la première réussite que j'ai eue personnelle. C'était assez fou. Ouais, j'imagine. En plus, à l'époque, tu avais quoi, 17, 18 ans? Ouais, j'avais 17 ans, c'est ça. Et donc, ouais, une vraie tenue qui prend feu, genre ce qu'on voit dans le film Cruella avec Emma Stone qui change de tenue, ça existe vraiment, quoi, c'est vraiment possible. Bah, c'est possible. Enfin, j'avais vu aucun exemple avant, concret, et j'ai même essayé de l'envoyer au Guinness Book Record, et il m'avait répondu que c'était difficilement officialisable parce que c'était pas un record qu'on pouvait battre. Oui. Et eux, bon, ça reste un business, Guinness Book, donc si c'est pas battable, c'est difficilement mettable en avant, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Et tu parles aussi de créa, et justement, il y a eu ce lien, alors je ne sais pas forcément si c'est avec la mode, mais tu as eu quand même une expérience de plusieurs mois, voire plusieurs années en tant que chef scénographe. Je ne sais pas si tu veux parler aussi de cette expérience, et aussi si elle t'a servi finalement aujourd'hui, puisque ça a l'air d'être assez éloigné du monde de l'entrepreneuriat, du monde de la production finalement. Ouais, donc j'ai été chef scénographe dans une boîte que mon ex-copine a créée, qui s'appelle Initial Event. Et donc, c'était une boîte basée autour de l'événementiel. Je dirais que c'était comme une start-up. Donc, moi, je ne suis plus avec cette fille actuellement et je ne suis plus du tout dans l'entreprise. Et ça a été mes premiers pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Mais disons que je n'avais pas ma place que je peux avoir aujourd'hui dans Boku, puisque j'ai rejoint un projet que Gaël, en l'occurrence, mon ex, avait créé, avait monté. Mais ça m'a permis de confronter pour la première fois mes quelques idées au marché, de me rendre compte de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas, comme on pouvait discuter avec des clients, mais pas dans un domaine qui était ma spécialité. Et en fait, quand on est créatif, quand on est très créatif, on peut bosser dans à peu près tous les domaines. Donc la scénographie, design produit, design industriel, bon, tout ça, c'est plus ou moins faisable. Et c'était une superbe expérience. Mais dès que j'ai trouvé l'idée de Boku, j'ai directement fait le switch et j'ai compris qu'il fallait faire des choix et que la scénographie, c'était bien, mais c'était pas ma passion non plus.
Et c'était une super expérience. Alors, c'était des missions tout à fait ponctuelles, mais c'est une belle manière de se confronter un petit peu au marché tôt, avec quelques missions pendant les études. Ouais. Et alors désolé, c'est une vraiment simple curiosité personnelle, mais Hmm. du coup, c'est quoi concrètement le rôle, le job d'un chef scénographe? Alors, un chef scénographe, déjà, on va commencer par définir la scénographie, qui est l'art d'aménager un lieu, de le décorer, soit purement pour la décoration pour faire beau, soit pour faire vendre. Donc, dans ce cas-là, il y a un but derrière. Par exemple, il y a de la scénographie dans les magasins, dans les événements qui est vouée à vendre. Ça, on appelle ça du merchandising. Et derrière ça, il va y avoir de la scénographie de scène, par exemple, pour des spectacles ou des festivals, qui est là, c'est purement du décor, purement du show dans tous les sens. Et donc, ça commence par faire des plans de lieux, imaginer des concepts, sourcer des matériaux, pourquoi pas des artisans, construire sur place, monter, s'assurer que le chantier se passe bien et surtout envoyer un maximum d'effets visuels on va dire, pas aux clients, mais à ceux qui vont pouvoir apprécier le spectacle pour impressionner tout le monde, quoi. Et c'est beau parce que c'est transformer un lieu en une ambiance, en un univers totalement différent. Et quand on a un bon et un mauvais scénographe, on s'en rend très très vite compte. Quand tu veux faire un bon concert et que tu veux qu'il soit immersif, genre dans l'espace ou dans la savane, et que tu as un chef scénographe qui est pas terrible, bah ça ressemble à rien, quoi. On dirait Tarzan mais sans budget. Donc c'est important de bien trouver un bon chef scénographe qui a autant des compétences techniques que théoriques. Et quand on trouve un qui mêle les deux, c'est génial. Et d'ailleurs, je précise, hein, je fais un tout petit coucou à mes collègues d'études créatives, parce qu'on a parlé de beaucoup de métiers créatifs. Et si jamais ça vous intéresse, on a un site dédié qui s'appelle Études créatives et coucou Emeline. Petite dédicace terminée. Je reviens à tes études. Enfin, finalement, tu as eu quand même plusieurs études différentes. C'est presque comme si tu avais eu plusieurs vies alors même que tu étais étudiant, parce que tu étais dans la créa pure, puis après dans le marketing, dans tout ce qui est justement, comme tu disais, vendre ton produit, savoir le valoriser. Est-ce que tu regrettes tes choix d'études, parce qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, Hmm. ou est-ce que tu es quand même satisfait de tout ton parcours, pardon, même avant le bac jusqu'à aujourd'hui? Ouais, je suis quand même satisfait. Je suis quand même satisfait. Franchement, bon, le collège, bon, on y passe tous, c'est plutôt anecdotique. Lycée art appliqué, c'était très bien, comme je t'ai dit, parce que j'ai pu comprendre ce que j'aimais faire dans la création et ce que j'aimais pas faire. Et arrivé en école supérieure, donc ce bac art appliqué déjà m'a permis d'arriver dans une très bonne école directement sans faire de prépa ou de mise à niveau, puisque c'était un lycée, un bac technologique, donc déjà bien spécialisé. Ouais. Et derrière ça, si j'avais pas fait ces 2 ans d'école de design après, qui m'ont plus appris vraiment à construire des projets, des objets en tant que tels, parce que j'avais déjà la méthodologie de projet de mon lycée. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais pu comprendre les tenants, les aboutissants ergonomiques, fonctionnels d'un objet. Et quand un designer n'a pas la notion profonde d'un objet, il va être un très mauvais marketeur pour le vendre après. Et Mm. c'est pour ça souvent que ce qui est hyper important dans les boîtes qui vendent des objets, c'est que les équipes marketing et product bossent hyper bien ensemble. Parce que si l'un ne comprend pas l'autre et vice-versa, ça sert à rien, il se passe rien. Et donc il faut un peu des créatifs commerciaux. Et moi, ces 2 types d'études m'ont permis de devenir ce profil-là. Et pour moi, je ne les regrette pas du tout. Et les études en marketing que j'ai fait après, donc c'était une licence d'1 an et demi, 2 ans, en alternance, moi, ça m'a ouvert les yeux sur le monde entier. En fait, quand on comprend le marketing, on se rend compte qu'on en est entouré tous les jours et qu'on est manipulé par le marketing à gauche à droite, qu'on est hyper influencé par ça. Ça passe par tout et n'importe quoi. C'est hyper impressionnant. Et c'est comme si on renaissait une deuxième fois. Et pour moi, c'est les meilleures études que j'ai pu faire. C'est vraiment le marketing à l'EIML, l'école de marketing de luxe. Et c'était assez incroyable. Et juste après, j'ai enchaîné sur du web design en formation accélérée. Et ça m'a permis de compléter tout mon parcours. Et tu dis que tu as quand même bien apprécié, mais quand on a parlé en amont pour préparer cette interview, tu me disais quand même que tu avais ressenti une certaine pression sociale par rapport aux études, par rapport aussi au monde du salariat que tu as rejoint donc tout de suite après tes études. Qu'est-ce que tu entends par ça? Est-ce que finalement, du coup, tout est tout beau, tout rose dans tes études, ou est-ce que tes pressions qui te fait regretter certaines décisions? J'ai eu quelques pressions ouais, de ma part, de mes parents, de mon entourage, après cette licence en marketing pour trouver un travail, un employé classique dans le salariat. Et j'ai trouvé très très dur de sortir de ce schéma dans lequel on te berce depuis que tu es plus jeune, de trouver un emploi, de trouver une entreprise, qu'est-ce que tu veux faire, quel secteur et travailler pour quelqu'un. Et je trouve que c'est hyper dur aujourd'hui, par rapport à d'autres pays parfois, d'avoir cette notion de faire ce pas de côté pour se dire ok, je veux entreprendre.
Alors que tu as d'autres pays où en fait on te dit dès le début, bah, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et donc oui, j'ai eu une petite pression puisqu'après mon école de marketing, comme j'étais en alternance, on m'a proposé un boulot dans ma boîte en alternance en tant qu'assistant styliste. Et c'était génial, tu sors d'études, on te propose un super boulot que tu aimes bien, très créatif, et pas très loin de chez toi, avec des gens que tu connais. Qui ne veut pas de ça, tu vois? Ouais. Qui ne veut pas de ça? Et donc j'ai dû prendre une décision, puisque moi j'avais donc, je sais pas, 22 ans, 21 ans à l'époque. Et en fait, je me suis dit, OK, à quel moment j'aurai l'opportunité de peut-être tester des choses? Est-ce que ce sera après ce taf-là? Est-ce que je vais me sécuriser maintenant en prenant ce boulot-là et essayer de faire quelque chose à côté ou plus tard, dans un an ou deux, en faisant une année sabbatique par exemple? Et donc il y a plein de questions qui sont bousculées dans ma tête à ce moment-là. Et j'en ai parlé avec mes parents. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais tester des choses. Ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu veux tester? Je leur ai dit, bah, je sais pas. C'est le but du testing, en fait. Je veux, voilà, 1 ou 2 années pour pouvoir le faire. Et ce qui est génial, c'est que quand tu es en alternance, tu es en contrat CDD avec une boîte qui te paye ta formation. En gros, c'est ça. Et donc, tu cotises pour le chômage, les allocations. Et donc, moi, à la fin de mes études, de mon alternance, j'avais le droit au chômage. Et donc, j'ai utilisé ce droit au chômage que j'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans, pour financer mon testing, mes recherches en tant qu'entrepreneur, pour ne pas avoir de regrets. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire quand tu arrives à 60, 70 ans, 80 ans et que tu as des regrets, que tu as des remords de choses que tu n'as pas pu faire avant parce que tu as voulu te sécuriser. Et plus tu vieillis, plus c'est dur de prendre de risques. Et c'est un peu comme l'immobilier, quoi. Il est jamais trop tard pour investir, mais demain, ça reste beaucoup déjà trop tard par rapport à hier, tu vois. Il faut il faut investir le plus tôt possible pour que ça soit rentable. Un peu pareil avec la prise de risque. C'est très dur quand tu as 50 ans de prendre des risques, de dire, OK, bah, je vais lâcher mon boulot, entreprendre, lâcher femme et enfants, pas grave, j'ai un crédit, bon, bah, on galérera, mais c'est comme ça. Tandis que quand tu es jeune, quand tu sors d'études, que tu es encore chez tes parents, ou même que tu as un petit studio, ben, en fait, même si tu es prêt à mettre toutes tes économies, mettons 10, 20, 30 000 euros à aller dans un projet, et que ça marche pas, le pire qui puisse t'arriver, bah, c'est de rester chez tes parents. Et donc, pour moi, c'est pas une prise de risque, ça. La prise de risque, c'est se retrouver à la rue, plus pouvoir payer sa maison, se faire hypothéquer, devoir vendre sa voiture, ses vêtements. Ça, c'est une vraie prise de risque quand tu mets en péril ta vie et celle de ta famille, tu vois. Mais quand tu es étudiant, pour moi, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Alors, certains ont une mesure du risque un petit peu différente et ils préfèrent trouver un boulot et essayer de bosser à côté pour monter un projet. Mais il s'avère que quand tu commences dans la vie active, eh ben, c'est la vie active. Et en fait, tu es focus vraiment sur un truc à la fois et c'est très dur de démultiplier ton énergie et ton cerveau pour bien être à fond dans ta boîte, faire du super taf et à côté t'impliquer vraiment dans un projet. Donc, moi, j'applique la règle je préfère faire un projet à 100% plutôt que 10 à 10% chacun. Parce que quand tu mets un peu d'énergie partout et vraiment beaucoup nulle part, et que les projets ne fonctionnent pas, tu ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné dans ce projet-là. Et donc, pour moi, il faut y aller à fond sur un projet le plus tôt possible quand tu n'as pas trop de prise de risque et ça se foire, bon bah tu te foires. Mais au moins, tu auras de tout donné et tu n'auras pas de regrets et tu vas te dire, bon bah j'ai bien fait d'essayer, je sais que ça ne marche pas, mais au moins je le sais vraiment. Donc, conseil pour les étudiants qui nous regardent et qui hésitent à se lancer, qui sont encore en études, c'est vraiment de profiter de ce moment pour se lancer. Bah, de faire un choix. Parce que c'est aussi délicat quand tu sors tout juste d'études de te dire, ah bah je vais prendre 1, 2, 3 ans sabbatiques pour tester un projet et essayer de retrouver du travail derrière. C'est parfois un petit peu délicat, par manque de ressources et parce que sur le CV ça fait quand même un gros trou. Donc disons qu'il ne faut pas se perdre ou s'hasarder dans sa recherche entrepreneuriale. Parce qu'avec le chômage et tout, il y a beaucoup de confort qui s'instaure, hein. C'est très facile de rester chez soi, de rien faire et toucher ses 900 ou 1000 euros de chômage par mois. Donc c'est pas une décision que je conseillerais à tous, parce qu'il faut être très motivé, il faut avoir beaucoup de rigueur. Et de la rigueur, j'ai dû en avoir plus que d'autres, puisque mon chômage est tombé pendant le Covid. Enfin, le Covid est arrivé juste après mes études. Et donc là, j'étais chez moi pendant genre 9 mois, quoi. Ouais. Et chez soi, c'est très simple d'être déconcentré. Tu peux pas bosser en bibliothèque, tu peux pas bosser en incubateur ou quoi. Et donc c'est là, il faut redoubler de concentration. Et si tu n'arrives pas à trouver ta motivation, et la motivation joue pour beaucoup, et je pense qu'on en parlera après, si tu n'arrives pas à t'instaurer beaucoup de rigueur, bah en fait, cette période que tu penses être de recherche entrepreneuriale, ça va devenir juste de la glandouille pendant 2 ans. Et donc, c'est des fois pas du tout worth it. Et parfois, pour trouver du cadre et de la rigueur, bah, bosser en entreprise 1 année ou 2, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc pour moi, ça se résume à une question de personnalité, de choix, de prise de risque et de motivation. Si pour faire comme pour les copains qui font une année sabbatique et tu te dis oui, je testerai un projet entre-temps, c'est pas bon. Il faut que tu aies envie de construire quelque chose et tu as 2 ans, tu as 1 an et tu n'en auras pas plus tard de ces années un petit peu d'errance. Donc il faut capitaliser là-dessus, être prêt à faire des sacrifices, être prêt à bosser chez soi longtemps, à peut-être voir un petit peu moins de potes pour se donner à fond. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat?
C'est l'idée ou c'est le fait d'être ton propre patron? C'est les deux? Alors c'est pas l'idée. Moi je suis donc j'ai fondé Boku, mais je pense que j'aurais pu fonder n'importe quelle autre boîte qui aurait réussi. Parce que ce qui me motive, c'est vraiment la destination. Concrètement, moi j'ai un phare, si tu veux, au bout de ma vision, un grand phare rouge avec une belle lumière blanche. Et c'est ce phare-là que je poursuis. Et ce phare-là, on pourrait appeler le phare de la liberté, slash, c'est pas un mot dingue, mais liberté financière. Parce que pour moi, argent égale liberté dans ce monde aujourd'hui. En tout cas, une certaine typologie de liberté. Et donc, quand tu as un point de motivation qui est très loin, qui est, voilà, mettons, je sais pas, voilà, tu veux faire allez, 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, tu te dis, ok, ma descendance pour 15 ans, elle est assurée, mes enfants aussi, je peux faire ce que je veux, pas avoir à m'inquiéter des factures. Quand tu trouves ta motivation très très forte et très très loin dans 5-10 ans, et ben en fait, tout ce qui va se passer entre aujourd'hui et dans 5-10 ans, c'est quasiment anecdotique et tu vas te heurter à plein de problèmes et tu vas te passionner par le parcours. Et en fait, moi, je me passionne par le parcours entrepreneurial plus que par les projets entrepreneuriales à proprement parler. Et c'est pour ça que je dis que j'ai monté Boku, mais j'aurais pu monter autre chose. Et c'est cette Après, t'es quand même content d'avoir monté Boku. Non, mais il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai monté Boku et je suis hyper heureux. Clairement, c'est le projet de ma life. C'est le projet de ma life. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux faire ton année un peu sabbatique de recherche, c'est pas grave si t'as pas de projet dès le début. Si tu sais que tu veux absolument devenir entrepreneur parce que tu veux prendre des raccourcis dans la vie, gagner plus d'argent que d'autres ou avoir un vrai impact sur la planète, et bah c'est ce qui t'as pas besoin de plus. L'idée elle viendra en faisant des études de marché, en traînant sur internet, en te promenant, en parlant avec plein de personnes. Et pour revenir à ta question, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de créer quelque chose de A à Z et de voir que ça réussit. De créer une chaîne de valeur depuis zéro et de permettre à d'autres personnes qui travaillent avec toi de créer une autre chaîne de valeur, je trouve ça assez incroyable. Et j'ai fait un constat il y a très longtemps en regardant des films. Je me suis dit, ok, si tu prends deux mecs, même compétences, même réseau, même milieux sociaux, et que tu les fais partir de zéro dans la vie, tu en as un qui peut devenir milliardaire et révolutionner l'écologie, mettons, et un qui va rien faire de sa vie et qui va être très pauvre. Et pourtant, biologiquement, ces mecs-là, ils n'ont aucune différence. Et la seule chose qui va les différencier, c'est leur prise de décision et ce qu'ils ont décidé de faire dans la vie, et donc leur motivation. Et je me suis dit, ok, il y a des mecs, ils arrivent à faire des trucs de dingue, mais ils n'ont pas plus de compétences que ça. Mais ils ont pris les bonnes décisions, ils ont mis plus d'heures que les autres, et ils ont été surtout très motivés, et ils se sont donné le moyen de leurs ambitions. Et donc je me suis dit, ok, donc j'ai le choix de bosser toute ma life pour le rêve d'un mec, donc de bosser pour un patron d'entreprise, ou de devenir ce mec-là qui a un rêve, et qui a d'autres personnes qui bossent avec lui. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux accomplissements, d'accomplir son propre rêve plutôt que d'accomplir celui d'un autre. Ouais. Alors, il y a plein de personnes qui arrivent à être très heureuses dans le fait d'accompagner quelqu'un dans son rêve et de donner le meilleur de sa valeur pour cette personne-là, et de construire une belle chose aussi. Mais moi, j'ai envie d'essayer de construire mon rêve à 1000% avant d'aider quelqu'un à faire le sien. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à aller dans l'entrepreneuriat. C'est me dire que je suis maître de mes seules décisions, et que si un jour j'ai une boîte qui fait 30-40 millions, un petit peu comme Elon Musk, tu vois, je peux me permettre de faire des folies, des dingueries parce que on est une boîte hyper humaine et je veux garder le contrôle. Et donc j'ai voulu tester cette partie-là d'entrepreneuriat et j'ai vu que c'était génial. Quand tu es maître de tes décisions, que tu as plein de personnes qui bossent avec toi, que tu arrives à les faire vivre, que ces personnes-là sont heureuses de bosser avec toi, c'est ultra gratifiant. C'est ultra gratifiant. Et je reviens un petit peu sur cette notion de valeur. Je trouve que quand tu arrives à avoir des gars, des filles qui bossent avec toi et qui sont très contents, tu te rends compte de l'impact positif que tu as sur le monde. Et je trouve que tu n'as pas cet impact-là quand tu bosses pour quelqu'un. C'est un peu comme quand tu as une famille. Et quand tu as une famille, tu nourris tout le monde, tu passes de super moments avec eux, vous allez loin, vous achetez une maison tous ensemble. Et bah, cette notion d'entreprise et de famille, pour moi, elles sont hyper corrélées. Et je ne la retrouvais pas quand je bossais chez quelqu'un, pour une entreprise chez quelqu'un, quoi. Oui, tu me disais aussi en préparation de cet entretien, de ce podcast, que pour toi, il y avait la notion de cohésion d'équipe qui était hyper importante et du coup fédérer, embarquer des gens autour de ton projet. Ouais, c'est quand tu montes une boîte, si tu offres à quelqu'un juste un boulot sympa, bien payé, ça suffit pas. Parce que des mecs qui veulent de l'argent, bah t'as que ça. Des mecs qui bossent bien, bah t'en as pas mal aussi quand même. Mais pour que ces mecs qui veulent de l'argent, qui bossent bien, deviennent les meilleurs gars du monde et qui vont bosser avec toi, il faut que tu leur donnes une mission, faut que tu leur insuffles un bout de vie, un bout de ton rêve en fait. Il faut que ton rêve devienne un peu le leur aussi, ou plutôt l'inverse.
Et du coup, ça passe par une mission peut-être écologique, humaine, de laisser un vrai impact sur la vie des gens. Et ça, ce qui est bien quand tu es une start-up, c'est que la moindre petite action a un fort impact. Contrairement à un gros groupe où tu peux être une grosse boîte où tu es genre 200, 300, 500 employés, quand tu es une start-up où tu es genre une dizaine, le moindre email que tu envoies a un impact direct. Et tu n'es pas là à envoyer des reports, des rapports que personne ne lit. Et tout ce que tu fais, ça a vraiment du sens d'une start-up. Et du coup, alors pour incentiver les gens, on peut payer un fixe plus une prime, par exemple, à la performance. Ça, c'est un truc qu'on fait et qui fonctionne plutôt bien. Mais du coup, voilà, faut propulser une vision. Et ça passe par beaucoup d'humains, beaucoup de moments, on va dire, hors boulot passés ensemble. Et c'est toujours délicat en tant que fondateur de passer ton rêve d'une main à l'autre, d'un employé à un employé. Forcément, ton rêve, il se disperse un petit peu. Et c'est pour ça que c'est important à chaque meeting, tous les mois, de rappeler qu'est-ce que Boku, qu'est-ce qu'on veut laisser, où est-ce qu'on va être dans 2, 5, 10, 20 ans. Eux, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir avec nous et pourquoi est-ce que s'ils se donnent à fond, ça va leur réussir, quoi. Et disons que si tu n'offres pas à quelqu'un la possibilité dans 2, 3, 5, 10 ans de, je sais pas, tripler son salaire, de monter en position et d'avoir un impact sur le monde forte, les mecs vont pas se donner pour toi. Et nous, quand on emploie des gens, quand on emploie des prestataires, on veut qu'ils se donnent à fond. On veut qu'ils soient hyper proactifs, qu'ils donnent des idées qu'on n'aurait jamais eues nous-mêmes, qu'ils soient à fond, quoi. Et les mecs que tu vas comme ça incentiver, ils vont faire 5 ou 10% de taf en plus que les autres, mais ces 5 ou 10% de taf qu'ils vont faire toute la différence. Vraiment toute la différence. C'est la demi-heure en plus qui va passer au bureau avec toi, à réfléchir sur une idée, c'est l'idée de ouf qu'il va avoir dans sa douche parce qu'il pense à sa boîte, parce qu'il adore ça. Et c'est plein de petits détails qui font que voilà, leur travail fait carrément la différence. Alors, bon, je tiens à préciser parce que la diffusion de podcast est prévue bien après l'enregistrement. On est en juillet 2023. À cet instant T, vous êtes combien aujourd'hui chez Boku ? Aujourd'hui, on est 17 collaborateurs en tout. Donc dedans, il y a des personnes full-time et des personnes qui font des missions. Ok. Et je reviens sur un élément que tu as précédemment évoqué, justement la pression du salariat, la pression aussi de tout ce qui est études, la pression du fait d'appartenir, enfin pas d'appartenir, mais de travailler pour un patron, pardon, pour ce lapsus. Comment tes proches, ta famille ont réagi quand tu as dit que vraiment c'est bon, tu lançais ta boîte ? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ? Est-ce qu'ils ont eu peur ? Les deux peut-être ? Il y a eu un petit peu de tout. Mais comme j'avais moi des fondements par rapport à la prise de risque qui était hyper mesurée, donc j'avais le chômage, je vivais chez mes parents. Quand je disais à mes potes ou ma famille, bah voilà, je veux tester quelque chose pendant 1 an et demi, 2 ans, ils étaient plutôt rassurés parce qu'ils voyaient que je le faisais pas les yeux fermés, que j'avais un petit peu de fond et que j'étais pas non plus fou dans mon projet. Alors, j'avais pas encore l'idée de Boku quand j'ai commencé à entreprendre. Quand j'ai entrepris via Boku, là, ça a éveillé quelques esprits. Mes potes se sont dit, mais c'est quand même très bizarre ce que tu veux faire et personne ne le fait. Et tu vas pas trouver une idée que tout le monde fait, plus simple, du conseil ou je sais pas quoi. Tu vois un truc plus abordable, plus accessible. Ça, c'est surtout les premières remarques que j'ai eues. J'ai appris plus tard que oui, forcément, il y a plein de potes qui pensaient que ça allait jamais fonctionner parce que c'était totalement absurde. Mais ça, c'est encore autre chose et l'avenir a prouvé que non. Et ça, c'est plutôt cool. Et pour mes parents, ils m'ont dit c'est simple, effectivement. Ok, t'as 1 an et demi, 2 ans de chômage. Après ça, il faudrait que tu trouves un taf parce que tu peux pas errer des années dans ce petit confort de papa-maman. Et j'ai dit ok. J'aurais dit effectivement, voilà, si dans 1 an et demi, 2 ans, je trouve pas de taf, j'arrive pas à monter un projet viable, alors c'est ciao. Et on dit souvent qu'il faut 3 ans. Quand tu montes une boîte, tu as 3 ans de délai, on va dire, pour donner tout ce que tu as. Et si au bout de 3 ans, ça fonctionne pas, il faut move on, quoi. Et pour trouver une idée, il faut genre 6-8 mois. Une bonne idée, pour moi, il faut 6-8 mois. Donc j'avais ce qu'il fallait pour tester un projet, voir s'il y avait de l'appétence et lancer quelque chose et dire à mes parents, ok, j'ai plus le chômage, mais je vais continuer. Et genre au bout des 2 ans, j'ai lancé Boku, genre à 1 mois ou 2 près, vraiment. Et ça a en fonctionné. 2022, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et du coup, le timing a été tout à fait serré. Et heureusement, avec le lancement de la campagne Ulule que j'ai fait pour lancer Boku, là, ça a explosé direct. Et donc, la prise de risque était worth it. Mais j'ai quand même mis 1 an et demi, 2 ans avant de lancer le projet, de trouver l'idée. J'ai mis genre bien une bonne année et demie. Donc, ça a pris un certain temps. Même mes parents, ils m'ont toujours soutenu, mais c'était très pragmatique. Voilà. Si tu n'y arrives pas, tu ne peux pas passer ta vie à courir après un rêve irréalisable pour toi. Peut-être que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Être tout seul face à ses craintes,
sans être tout à fait formé sur tous les corps de métier, c'est quelque chose de pas facile à vivre et il faut pouvoir aussi l'encaisser. Et t'en as qui sont excellents dans le taf en bossant pour une grosse boîte qui vont faire des trucs de dingue dans leur vie, mais à côté, s'ils veulent monter une boîte, ils vont pas du tout réussir. Et à contrario, l'inverse fonctionne aussi. T'as des mecs dans un contexte de boîte, ils vont vraiment pas être à l'aise, ils vont être stressés, sous pression, ils n'arrivent pas à bosser avec tout ça. Et tu les sors de là, tu leur donnes quelques outils et ils arrivent à monter des projets incroyables. Donc c'est pas fait pour tout le monde, c'est comme ça. Et aujourd'hui, du coup, 1 an après le lancement, ils disent quoi tes parents? Ils sont fiers de toi? T'as réussi à dissiper les peurs et les doutes? Alors les parents auront toujours peur, les parents auront toujours des doutes, même quand tu feras 20-30 millions, ils auront toujours des doutes. Ils sont hyper fiers, hyper contents. Mes parents m'imaginaient architecte, ils imaginaient avoir des immeubles, on va dire en leur nom dédicacés. Alors leur fils lave des fesses, donc il y a un petit décalage entre le rêve et la réalité, mais ils sont hyper fiers et mes potes aussi. Alors pour des parents mes parents ils ont quasiment 60 ans, c'est toujours un peu délicat pour eux de jauger de la réussite, de la proportion de beau cul. Quand tu leur parles de chiffres, de dizaines de milliers de produits vendus, genre de choses, en fait, dès que tu dépasses dès que tu dépasses les 100 000 euros de chiffre d'affaires, pour des parents de 60 ans qui ne sont pas hyper digitalisés, quand tu leur dis que tu vends ça en ligne, en fait, entre 100 000 euros de chiffre d'affaires et 10 millions, ils n'arrivent pas trop à voir la différence. Ouais. Les proportions sont tellement énormes que c'est plus palpable pour eux. Donc aujourd'hui, ils sont toujours hyper contents, même s'ils ne comprennent pas toujours vraiment ce qui se passe dans Boku, mais ils sont tout à fait fiers. Et de toute façon, ils le voient tous les jours. Moi, je vais encore chez mes parents à 24 ans parce que je suis pour le moment très bien chez eux. Et tous les jours, ils m'encouragent. Et j'en parle aussi avec mes grands-parents de beaucoup. Alors, ils comprennent encore moins, mais ils comprennent que c'est très bien, que ça se passe bien et c'est très, très cool. Et mes potes, ils sont hyper fiers. Ils trouvent ça incroyable que j'ai réussi à passer d'étudiant sans trop de fonds à quelqu'un qui monte une boîte qui réussit. Et ce que j'aime encore plus, c'est que ça a donné à beaucoup de personnes ma réussite, ce souffle entrepreneurial parmi mes potes. Et t'en as plein qui me disent écoute, j'ai une idée, tu penses qu'on pourrait en parler? Et c'est avec grand plaisir que je leur donne plein de conseils. Et c'est encore plus avec plaisir quand je vois que je leur permets d'éviter de faire plein d'erreurs. Parce que des erreurs en entrepreneuriat, quand on est jeune, on en fait mais un paquet. Et d'où l'importance de bien se former, après les études, de se former en ligne et ailleurs. Et du coup, donc j'ai senti cet élan entrepreneurial dans mes potes parce qu'ils se sont dit c'est possible, je connais quelqu'un qui n'avait rien de plus que moi et qui a réussi et qui a pris les décisions pour réussir, qui a eu l'ambition d'eux. Et donc, je me rends compte que c'est là où la crédibilité et la social proof jouent beaucoup chez les gens quand ils ont envie d'entreprendre. Dès qu'ils connaissent quelqu'un qui a réussi, ça devient tangible. Parce que quand on voit que des formateurs sur Internet qui te vendent « oui, achète ma formation, tu pourras devenir entrepreneur et faire des millions », c'est pas tangible, ça fonctionne beaucoup moins. J'ai 2-3 entrepreneurs en tête qui ont fait ça récemment. récemment. Voilà, absolument. Et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre à aller dans parfois des masterclass ou des salons sur l'entrepreneuriat ou des dîners d'entrepreneurs, parce que c'est quand on rencontre les entrepreneurs qu'on se rend compte que c'est concret et que c'est pas du bullshit, quoi. Alors il y en a des plus ou moins authentiques que d'autres, c'est certain, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi une de mes fiertés, c'est ça, c'est d'avoir montré à mes potes que c'était possible et de leur avoir donné la motivation de tester aussi. Et justement, comment ça s'est passé avec tes potes, avec tout ton entourage, que ce soit familial, amical, amoureux aussi, quand tu t'es lancé? Parce que tu t'es lancé assez jeune, à un moment où on a quand même une vie sociale qui est assez riche, et beaucoup m'ont parlé justement de l'isolement qui accompagne l'entrepreneuriat. Certains se sont séparés, d'autres ont plus forcément vu leurs potes parce qu'ils comprenaient pas, ou alors c'était plus, ils avaient plus le même centre d'intérêt. Comment toi tu as vécu cette période-là, et avec tes cercles justement, que ce soit amis, famille? Ouais, alors il y a eu plein de gros décalages. Je dirais encore une fois que voilà, quand tu te donnes 1 an pour réussir, faut mettre toutes tes chances de ton côté. Et ça passe par moins voir de potes, peut-être moins sortir, mettre plus de temps, plus d'heures sur des sujets qui sont peut-être moins fun, mais qu'il faut absolument faire. Et donc oui, c'est passé par moins de sorties. Ça a eu un certain impact sur ma vie sociale, mais fort heureusement, c'était en partie pendant le Covid. Donc ça a été une chance pour moi. Maintenant, je me suis très vite retrouvé un peu loin de pas mal de potes qui avaient plus du tout, du coup, les mêmes centres d'intérêt que moi, qui pensaient qu'à une chose, c'était aller boire des coups après les cours, alors que moi, j'étais là à gérer une dizaine de personnes et des milliers de produits. Ça, il y a un gros décalage qui se fait. Il y a un énorme décalage qui se crée. Et j'ai mis du temps à trouver des personnes qui étaient un petit peu comme moi, et c'est là où j'ai découvert les clubs d'entrepreneurs. Et comme le DNC, par exemple, c'est un club qui s'appelle le Digital Native Club, et tu as plein d'autres entrepreneurs qui s'y inscrivent, qui font un minimum de chiffres, mettons, et là, tu te retrouves à parler à des jeunes comme toi,
qui sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes réussites. Et là, je me suis vraiment retrouvé parmi eux. Parce que parmi mes potes, c'était parfois un petit peu délicat. Et quand tu te mets voilà, corps et âme dans un projet entrepreneurial, ça déteint beaucoup sur toi, sur ton stress, sur à quel point tu peux être dur avec tes parents, avec tes potes, avec ta copine ou ton copain, parce que tu es dans une sorte de, pas de méfiance continue, mais il y a tellement toujours de problèmes quand tu montes une boîte que ton cerveau il est un peu saturé. Ouais. Et du coup, tu dois être très objectif et très pragmatique, très pragmatique en entreprise. Et donc les émotions vont un petit peu de côté par moment. Parce que si tu es émotif dans le business, c'est-à-dire que tu prends des décisions basées sur les émotions, et ça, c'est pas bon. Parce que en business, en entreprise, tes décisions sont basées sur les datas, sur la performance. Sinon, tu ne drives pas ta boîte. Enfin, ta boîte, tu la drives n'importe comment et tu te crashes, quoi. Et donc ça déteint surtout sur les relations amoureuses. Et moi, j'ai passé donc 9 ans avec mon ex-copine, donc une longue période. Et donc, on a fini par se séparer. Et Au je sais moment que de la création de Boku. peu de temps après, genre un peu moins d'un an après. Et je sais que ouais, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai fait sans doute. Mais mon comportement, je sais qu'il a beaucoup évolué. Que j'avais beaucoup moins de temps psychologique à lui accorder aussi. Que naturellement, je faisais moins d'efforts avec le temps par rapport à plein de choses. Et ce comportement, il a déteint sur mes potes, sur ma famille. Et donc, ça, il faut faire des choix. C'est ta boîte ou ta copine, c'est tes potes ou ta boîte, c'est tes parents ou ta boîte. Et c'est là où il faut essayer de trouver l'équilibre entre tout ça pour pas être un total enfoiré et pas faire de ta boîte juste une rigolade. Donc ça, c'est le côté un peu plus sombre, un peu moins funky, quoi. Tu dois t'endurcir pour réussir un petit peu dans le business et ça déteint sur toi et ton environnement. Du coup, on a parlé beaucoup des étapes préliminaires de la création de Boku, Hmm. mais on n'a jamais parlé depuis le début de ce podcast de Boku. Donc Boku, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors Bocuse, c'est une start-up autour de l'hygiène et du bien-être aux toilettes et on propose à la vente des toilettes japonaises à la française. Et plus spécialement, un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes et sans travaux. Et aujourd'hui, on a une petite gamme de produits. Donc, on a le bidet Boku qu'on connaît, qui est notre best-seller. On a la version portable, qui est le Boku Mini, et des petites serviettes en bambou pour se sécher. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, alors tu disais tu avais mis un petit peu de temps à trouver l'idée, qu'est-ce qui t'a fait dire un matin, c'est bon, je vais faire un espèce de bidet pour transformer les toilettes des Français en toilettes japonaises? Alors, effectivement, on se lève pas le matin en se disant, bah tiens, j'ai envie de laver les fesses de la France entière. Il y a forcément une petite histoire derrière. Donc, j'ai mis du temps à trouver l'idée, puisque l'idée m'est venue donc pendant le Covid, mais au moment des pénuries de PQ, là où on en parlait le plus. Et en tant que designer, en fait, quand on te confronte à un problème, ton cerveau, par réflexe, et c'est à ça qu'on nous a formés, pense à la solution mécanique immédiatement. Donc c'est problème, solution, problème, solution. On s'entraînait en cours à, ok, ton produit là, il est pas ouf, comment tu peux le rendre bien plus fonctionnel, tu vois, par exemple. Et donc je me suis dit, ok, j'étais sur les shots, hein, littéralement. Là, j'ai plus de PQ et je me dis, il y a quand même un problème. Enfin, je sais que si demain on en a vraiment plus de PQ, ça va poser un gros souci. Et donc je me suis dit, bah tiens, ok, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Bon, t'as le bidet des grands-parents, qui est pratique, mais qui est hyper gros, pas franchement sexy. Et t'as les toilettes japonaises, génial en termes de résultats, incroyable, phénoménal. Par contre, ça coûte très très cher et il faut être propriétaire pour les installer. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'entre-deux satisfaisant, adapté au marché français et même européen. Et donc, tout est parti de là. Ensuite, je suis parti sur une étude de marché, sur une recherche produit, sourcing, et j'en suis arrivé à construire beaucoup autour de tout ça. Et du coup, bah, ma question qui vient juste après, c'est comment ça marche? Et je crois que tu nous as amené un petit exemplaire qu'on va pouvoir montrer. Alors, ça nécessite un petit peu de... Oh, bah merci. Un petit peu d'installation. Yes. C'est pas grave, on ne sait pas si on garde ça au montage, mais au pire, ça fera une petite démo à la Marianne Genardi dans le téléshopping. C'est Écoute. parfait. Ça fait très téléachat, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, bah, comme ça, en plus, Arrive. on fait un unboxing comme les vidéos YouTube. On n'arrive pas du tout à sortir de la boîte. Ah ouais, non. Hop. C'est un gros Boku, tu comprends? Ouais. Je vois ça. Donc là, du coup, on a la boîte, mais on fait vraiment un unboxing, quoi. Incroyable, c'est parfait. Ouais. C'est la première fois qu'on fait un unboxing filmé chez Boku, là. C'est une première. Bah Donc- écoute, c'est parfait. Ça Ouais. fait... on coupera cette séquence, on fera juste des vidéos d'unboxing. On sait à quel point c'est hyper populaire sur les réseaux. Avec plaisir. Donc tu vois qu'ici, ouais, il y a Boku, ça va chier. Et ça fait partie de notre DA absolument.
on veut faire rire, on veut se marrer nous et on veut faire marrer les gens. Parce que on n'est pas là sur Internet, je trouve, pour acheter des trucs, des produits. Et quand on voit des vidéos marrantes, et quelque chose qui se passe très différent dans la tête des clients. Et on en reparlera après. Mais moi, je veux que de la publicité Facebook jusqu'au packaging, on se marre, on se dise waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Bah écoute, c'est réussi, effectivement. Il y a une grosse com avec des vidéos sympas, originales et parfois perturbantes, avec notamment une pêche. Donc du coup, je te laisse Absolument. montrer le... Je sais pas si ça, tu as besoin de... Ouais, on peut le sortir aussi. De cette seule boîte de Pandore que vous allez adorer ouvrir. Absolument. Donc voilà, ça c'est le produit. Donc comme tu vois, en fait, il est hyper simple. Ouais, Parce que ce que j'ai très vite compris, c'est que quand tu proposais des WC japonais, il faut que ce soit le plus accessible possible. Pourquoi ? Parce que se laver les parties intimes avec de l'eau, c'est pas une grande tradition française actuellement. Les plombiers, ils enlèvent des dizaines et des dizaines de bidets par semaine, c'est plus du tout d'actualité. Et en fait, je me suis dit, ok, donc je vais lancer un WC japonais à fixer, parce que le WC japonais, c'est pas possible de sortir maintenant une vraie version à 2-3 000 euros, les Français sont pas prêts. Donc il faut que je le rende pas cher, donc accessible, très facile à installer pour faire sauter un maximum de freins à l'achat et à l'utilisation. Donc ça passe par un produit qui fonctionne sans électricité, qui se connecte effectivement juste ici à l'arrivée d'eau de ta chasse d'eau avec un tube d'alimentation. Et concrètement, c'est très simple. Tu as une buse avant, une buse arrière, qui te lave avant-arrière concrètement. Et c'est tout. Donc je me suis dit, pour réduire les coûts, on garde les fonctions primaires. Donc tu n'as pas de séchage, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de musique. Parce que si tu veux toutes ces options, tu rajoutes un zéro derrière la facture, tout simplement. Oui, effectivement. Et donc on est parti sur un produit très simple, très fin. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans le packaging. Donc voilà, il y a genre 4-5 éléments pour l'assembler. C'est vraiment primaire. Et des petites cales, tout ce qu'il faut. Et on garde encore une fois une note de direction artistique la plus poussée possible, avec même des petits bons à gratter, tu vois, qui sont décorés hyper beaux. Et jusqu'à dans le mode d'emploi, on met de l'humour, on met des blagues, parce qu'on veut être drôle jusqu'au bout de l'expérience, quoi. C'est aussi une manière de, on va dire, démystifier et en même temps aussi rendre plus ludique un sujet qui est quand même tabou, l'hygiène intime, sur lequel on n'ose pas forcément en parler. En même temps, moi, je ne m'imagine pas non plus à table avec mes potes dire tiens, si on parlait de. Absolument. de bidet. Avec Boku, figure-toi que tu as pas mal justement de discussions de table qui tournent autour de ça maintenant, alors qu'avant c'était beaucoup moins le cas. Oui, je confirme, j'en ai à la maison aussi avec des potes. Enfin, oui, je confirme. C'est les choses qui arrivent aujourd'hui et on est hyper content que ça arrive parce qu'avant c'était pas le cas. Et tu as mis le doigt sur un truc hyper intéressant, c'est comment est-ce que on rend la discussion autour de l'hygiène intime populaire, normale, lambda. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très dur de parler d'hygiène intime entre Français. Les Français sont littéralement coincés du cul, si puis-je dire. Et dès que on met on met de l'humour sur tout ça, donc dès qu'on rigole du sujet intime, plus personne n'est gêné. Et là, on peut commencer à rentrer véritablement dans le sujet. Parce qu'on est là, on en rigole, personne n'est gêné, tout se passe très bien. Et du coup, l'humour nous sert à plein de choses, nous sert à dédramatiser, premièrement, le fait qu'on discute d'hygiène intime. Et ça nous permet derrière, une fois que c'est dédramatisé, d'éduquer sans que les gens stoppent les vidéos parce qu'ils sont gênés par le contenu. Et donc, quand on dédramatise, quand on éduque les gens, on devient des on évangélise, on va dire, un marché. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot. Et c'est à ça que nous sert l'humour, finalement, à dire aux gens, c'est OK de parler d'hygiène intime, c'est OK de proposer du contenu où tu as des médecins qui vont dire qu'il faut se laver l'arrêt parce que c'est important pour soi. Et c'est pour ça que les clients nous adorent. Je pense que si j'avais lancé Boku sans humour, avec juste du contenu éducatif, informationnel, très blanc, très noir sur blanc, ça n'aurait pas fonctionné. Parce qu'on est sur des usages que les Français n'ont pas l'habitude d'avoir, qui est se laver après être allé aux toilettes. On est sur un petit bouleversement de ton quotidien quand même. T'installes un produit sur tes toilettes, c'est de l'ordre d'acheter un nouveau micro-ondes ou un four, c'est quand même pas rien. On change des habitudes et l'humour nous permet de pallier à tout ça. Et donc le problème qu'on rencontre, l'un des plus gros problèmes, c'est de rentrer chez les gens. Une fois que le produit est chez les gens et qu'ils l'utilisent, il n'y a pas de comeback. Les gens adorent le produit, les effets sont dinguissimes sur ta vie, sur ton quotidien, il n'y a pas à dire, c'est prouvé, il n'y a aucun souci. Mais le plus dur, c'est de rentrer chez eux. Et le palier, les gros paliers, c'est est-ce que je vais réussir à installer le produit ? Est-ce que l'effet va me plaire ? Et donc, il y a un truc très simple qu'on a mis en place pour ça, qui au début nous a fait prendre beaucoup de risques. C'est une offre qui te permet de commander sans payer ton produit, tu vois. Tu le reçois chez toi gratuitement, tu l'utilises pendant 15-20 jours, et si ça ne te plaît pas, pour X autres raisons, tu le renvoies gratuitement.
et tu l'as pas payé et tu as pu tester un produit sans problème. Et par contre, après, si tu gardes le produit, si tu juges qu'il est bien pour toi, et ben c'est là où on te débite, c'est là où on te paye. Et ça permet d'enlever un gros frein de peur à l'achat, parce que quand tu achètes un produit qui est autour de 130 euros, tu te dis, si ça me plaît pas, si je l'installe mal et tout ça, et que je peux pas me faire rembourser, c'est pas dingo, tu vois, c'est quand même un Ouais. certain prix. Et donc, on a voulu faire sauter tout ça. Et donc, quand on mélange humour et qu'on facilite l'achat, le retour de produits autour d'un WC japonais à fixer, et ben on arrive à faire de belles choses. On a parlé tout à l'heure aussi du coup des raisons qui t'ont poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et tu me disais, pareil, quand on a préparé ce podcast, que vraiment pour toi, Boku, tu savais que tu étais à ta place, c'était là où il fallait que tu sois. Qu'est-ce qui te donne cette conviction quand tu vois ta boîte, ton produit, tes équipes? C'est une bonne question. Moi, je me sens hyper à ma place parce que les décisions que je prenais, genre au tout début de Boku et celles que je prends aujourd'hui sont quasiment les mêmes. On pourrait penser que c'est mauvais, mais en fait, je trouve que c'est bien. Parce que ça veut dire que la boîte m'a pas écrasé et ne m'écrase pas sous le poids des décisions que je dois prendre, sur le poids des responsabilités que j'ai. Et donc, je me rends compte que je suis toujours le même, avec le même humour, qu'on ait eu 100 clients ou qu'on en ait genre plus de 50 000 aujourd'hui, bah, la boîte reste la même. C'est la même vibe. Les gens nous aiment toujours autant pour ce qu'on fait. Et moi, je me sens hyper à ma place. J'innove toujours au quotidien. En tout cas, j'essaie de le faire au maximum. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et je me sens à ma place aussi parce que je sens que c'est que le début et qu'on fait que frôler la surface de Boku et de ce qu'on est capable de faire. Et je me rends compte que Boku, ça me permet d'avoir un super impact donc sur la vie de pas mal de monde, ne serait-ce que les personnes qui bossent sur moi, mais aussi sur la planète. Parce que moi, si tu veux faire du cash pour faire du cash, c'est pas, enfin, je m'en fiche un peu à cet âge-là. Voilà, 24 ans, mon but, c'est pas d'être millionnaire demain. Moi, ce que je veux, c'est que genre, quand j'aurai 30-40 ans, c'est de me retourner, de me dire, OK, quel impact j'ai laissé sur le monde? Est-ce que j'ai laissé un impact positif ou est-ce que j'ai juste des zéros dans mon compte? Parce que si c'est juste avoir des zéros sur son compte, j'aurais pu devenir trader ou ce genre de choses. Ouais. Et c'est ce que je voulais d'ailleurs être à un moment donné pendant mes études. Je me suis dit, tiens, le trading, je sais pas, finance, ça pourrait être intéressant si je veux que des zéros, si je veux être juste libre. Mais être libre juste avec l'argent, pour moi, c'est une sorte de liberté très très vide de sens. Et donc, Boku me permet d'avoir ce bel impact et de moi me marrer surtout. Je pense que je pourrais difficilement me marrer plus que ça avec une autre boîte que Boku. Et juste, c'est un vrai kiff au quotidien, quoi. Avec mes équipes, on s'entend hyper bien. Donc, je me sens qu'on a un bon climat, qu'il y a encore plein de choses à faire. Ça, c'est important parce que le jour où tu te rends compte que tu as presque tout fait dans ta boîte et que tu es dans une zone de confort continu, bah, c'est plus d'entrepreneuriat. Et c'est beaucoup moins sexy. Donc, moi, tant que je me sens un peu. Tant que je ne suis pas dans ma zone de confort, c'est que c'est bon signe. Tant qu'il reste des choses à faire qui me font un peu peur, c'est que c'est bon signe. Et tant que je sais que je peux faire encore rire des milliers de personnes et leur faire du bien, c'est que c'est bon signe et que je suis là au bon endroit. Et justement, en quelques mois, Boku, ça a connu un beau succès. Tu as dépassé les 50 000 commandes, si je ne dis pas de bêtises. Pour toi, c'est quoi le secret qui a fait que la sauce a pris, que tu as vendu autant de produits en seulement quelques mois? Alors, tu parlais du marketing aussi décomplexé. Je pense que ça a joué. Mais... C'est ça. Le fait d'être très différent de toutes les boîtes. C'est-à-dire qu'on est une boîte, personne n'a jamais vu ça. Personne ne parle d'hygiène comme nous. Personne n'a vu cette typologie-là de produits auparavant. Et personne n'a vu des vidéos aussi marrantes que nous. C'est-à-dire que les gens sur Facebook, j'ai parlé avec beaucoup de CEO, de fondateurs de boîtes, personne n'a jamais eu quasiment de commentaires Facebook sous leur publicité de gens qui disent « Première pub que je regarde jusqu'au bout ». Ça fait 5 fois que je regarde la pub. Je suis allé chercher vos pubs sur YouTube tellement elles étaient incroyables. Et donc, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'on ne fait plus de la pub, mais on fait du divertissement. Et le divertissement, c'est ce que les gens recherchent sur Facebook, Instagram, TikTok. Et quand tu leur proposes du divertissement qui, toi, à tes yeux de boîte, est une pub, mais en fait, ça fonctionne hyper bien. Parce que les gens, ils se marrent, ils regardent genre une mini-série quasiment, quoi. Mais derrière ça, ça les incentive à acheter ton produit. Ça les éduque, ça les forme et ça donne souvent sur un achat. Et donc, quand tu as des mecs qui regardent ta pub en boucle, qui la partagent à 1000, je sais pas combien de fois, quoi, ça devient du contenu viral. Et donc, ce qui est dingue quand ton contenu devient viral en acquisition, puisqu'on va parler un petit peu technique, quand tu fais de l'acquisition, donc c'est tu payes Facebook ou Meta pour qu'ils propulsent tes pubs, et ça a un coût, tu vois. Et quand tu as une vidéo qui devient virale et qui est partagée des milliers de fois, et ben en fait, comme elle est partagée par les utilisateurs, tu ne payes pas.
pour qu'elle soit vue des milliers de fois en plus. Et donc, ça te permet de réduire tes coûts d'acquisition. Et donc, le coût d'acquisition, c'est combien tu payes en gros pour qu'un client voit ta pub sur Facebook, arrive sur ton site et achète. Donc, c'est mettons que tu dépenses 10 000 € en publicité avec tes 100 personnes que tu as achetées, qui vont acheter ton produit. Tu fais ta moyenne, tu te dis, OK, j'ai dépensé 10 000 €. Donc, chaque acheteur a besoin de, je sais pas, tant d'euros pour acheter mon produit, pour être convaincu et arriver à acheter mon produit. Et donc, quand tu arrives à faire des pubs qui sont partagées plein de fois, ça fonctionne hyper bien. Donc, c'est à ce côté-là qui rend la marque très sexy. Tu as le côté de personne ne communique de la manière dont on le fait. Et ça demande beaucoup d'heures de travail. Hein. La majorité de nos équipes, c'est des créas, c'est des marketeurs. Et donc, on brainstorm comme des zinzins pour avoir des idées de pubs de vidéos que personne n'a jamais fait. Mais ça, c'est cool, mais ça l'est beaucoup moins quand derrière, tu ne délivres pas une expérience sérieuse d'entreprise sérieuse. Parce que tu as plein de boîtes, OK, ils ont des concepts sympas, ils font des pubs cool, mais derrière, ils ne délivrent pas. Ils ne sont pas sérieux, ils ont juste des vidéos sympas. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre funnel un petit peu d'achat, au début, on envoie des vidéos aux clients qui sont très très fun, mais plus ça va, plus on devient sérieux. Plus on leur montre que les VC japonais, c'est pas des bullshit, que Boku, on n'est pas des blagueurs, c'est pas juste une boîte où on fait de l'humour, qu'on a des produits qui sont garantis, des clients qui sont satisfaits et qu'on fait bien les choses. Donc en fait, tu dois trouver un certain équilibre entre crédibilité, authenticité et humour. Et quand tu arrives à aligner tout ça, donc à faire marrer les clients pour qu'ils t'adorent et à les rassurer avec des vrais arguments, et ben c'est pour moi le mix idéal qui fait que ta boîte va réussir. Et derrière ça, il faut qu'un produit fonctionne aussi. Et ça passe par de la conception, du design, des bons matériaux, un bon fitting sur les toilettes en l'occurrence. Et quand tu alignes marketing, image de marque, que tu arrives à rassurer les clients et que tu as un produit qui fonctionne, pour moi, c'est quasiment les clés de la réussite, quoi. C'est toi qui l'as entièrement pensé en termes de design, fonctionnement? Alors moi, je suis designer, je ne suis pas ingénieur, ce qui fait que le produit, on l'a co-conçu avec un bureau d'études asiatique, puisque moi, je suis allé chercher cette typologie-là de produits en Chine, puisque c'est là qu'ils font les WC japonais, même pour les japonais, en fait. Donc, et ça, c'est un truc sur lequel on communique beaucoup avec nos clients, on est made in China, et on l'assume totalement parce qu'on s'est adressé aux meilleurs pour faire nos produits, et les meilleurs, ils ne sont pas en Europe, et ils sont encore moins en France. Ils sont en Chine. Là où ils font les WC japonais pour les Japonais et pour la Terre entière. Et donc, l'intérieur, l'ingénierie, on va dire, a été co-conçu avec ce bureau d'études asiatique. Et le design, c'est nous qui l'avons fait, ouais. Mais ça ne t'intéresse pas dans le développement de Boku parce que forcément, si tu continues à en vendre autant, il va y avoir un processus qui sera du coup de l'industrialisation. Ça ne t'intéresse pas une fois que tu as le brevet, que tu as effectivement la charte pour savoir bien le construire, de venir réindustrialiser en France et le créer, concevoir ici au sein de l'Hexagone? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour nous le jour où la France sera prête et aura l'expertise et tout ce qu'il faudra pour avoir la même expertise que la Chine. La Chine, ça fait 60-70 ans qu'ils construisent des WC japonais et ce type d'équipement. Alors ça m'intéresse de rapatrier le savoir-faire en France, parce qu'il y a un vrai sujet qui est que aussi la Chine est un pays vieillissant, et il y a moins en moins de personnes qui veulent bosser en usine, et donc la Chine dans 60-70 ans, ce sera plus la Chine hyper industrialisée qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai une volonté de rapatrier en France et en Europe, à condition que la qualité soit la même, parce que moi si je dis à mes clients, ok cool, demain on est made in France, mais que je leur dis par contre les produits sont moins bien et ils sont plus chers, ils vont me dire non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Et donc moi je m'aligne avec ce que veulent mes clients, ce que veulent mes clients, ce que veulent nos prospects. Et en fait, quand tu communiques bien, le Made in China, ça pose plus de problème. Donc Made in France, oui, mais le vrai beau Made in France. Et pour le moment, il n'est pas ready. Même si du coup tu as déjà les plans, etc. Ouais, non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Surtout qu'on a une vraie volonté d'évoluer dans notre gamme de produits, donc d'en proposer de toujours plus haut de gamme, des plus évolués. Et donc ça passe par beaucoup de conception, beaucoup de test and learn, on va dire. Et quand tu fais du test and learn sur un produit, un prototype, et que tu en fais genre 30-35 prototypes et que tu n'as jamais fait de WC japonais de ta vie avant, ça prend des années. Et ça coûte beaucoup plus cher que si tu t'adresses à des mecs qui font ça depuis toujours et qui ont l'expertise et qui en 2 temps 3 mouvements vont te dire ça va pas fonctionner, ça va fonctionner. Et tu as parlé plusieurs fois effectivement du lancement de Boku via le financement participatif sur Ulule. Pourquoi être passé par ce système-là? Pourquoi ne pas avoir levé des fonds comme d'autres entrepreneurs? Est-ce que c'était un moyen pour toi de tester la réceptivité du marché aux produits, à l'univers aussi, du coup, comme on disait, de l'hygiène intime qui est assez intime, comme le nom l'indique, et qui n'est pas forcément décomplexé en France? Ouais, absolument. Moi, j'ai eu l'idée de lancer Boku, donc sur Ulule, une plateforme de crowdfunding au même titre que Kickstarter, pour pas mal de raisons différentes. La première, je dirais, c'est pour minimiser la prise de risque
lors d'un testing de product market fit. J'essaie de parler en français. En gros, quand tu as une idée d'un produit ou d'une boîte, la première chose, enfin la chose qu'il faut que tu fasses le plus rapidement possible, c'est tester ta solution au marché, la confronter au marché. Tu as une idée de boîte, parle-en à tes potes, essaye de construire un service un peu bêta, même s'il est un peu, bon, voilà, c'est pas du tout au point. Tu leur envoies le truc et tu vois si, quels sont les retours, ça fonctionne, s'il y a de l'appétence. Donc le vrai truc à faire, c'est tu proposes dès que tu peux ta solution au marché et tu vois le retour du marché. Tu vois s'il est positif ou s'il est négatif. Le problème, souvent, c'est que propulser sa solution sur un marché, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent parce que voilà, faut faire le produit, il faut en faire des milliers, il faut faire de la pub, faire un site web, engager des prestats, les vendre. Et le crowdfunding, ça m'a permis avec un prototype, une vidéo, un site web et pour le coup des centaines d'heures de travail, de monter un projet et de propulser grâce à la viralité des vidéos sur internet et d'avoir directement le retour du marché. Donc en fait, j'ai prévendu 4000 produits avec un prototype. Donc j'ai récupéré l'argent de la plateforme de crowdfunding une fois que le projet avait été financé. J'ai pu lancer la production avec du cash que j'avais pas eu à emprunter du coup, donc dette free quoi, sans dette. Et j'ai pu lancer la production, livrer les clients 4, 5, 6 mois plus tard et avoir assez de trésorerie pour continuer à faire vivre Boku. Alors au début, forcément, même si tu fais des belles préventes sur Ulule, tu es tout le temps en flux tendu en termes de logistique, c'est-à-dire que tu es tout le temps en rupture de stock, parce que tu n'as pas quelqu'un derrière qui peut te mettre 1 million et qui va t'aider à commander 50 000 produits et te permettre de les vendre. Donc au début, le démarrage, même quand tu fais un financement Ulule, est toujours un peu plus lent que si tu avais voilà, un incubateur qui te baquait, la BPI ou des investisseurs. Mais pour moi, le vrai sens de l'entrepreneuriat, c'est la peur d'échouer, sans arrêt tout le temps et de tout perdre. Et quand tu es bootstrap, donc quand tu as lancé ta boîte avec tes fonds et que tu n'as pas quelqu'un derrière qui peut réinjecter des sous, tu es sans arrêt confronté à ah bah si je prends des mauvaises décisions, j'ai plus de boîte demain. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est la prise de risque, c'est la peur de tout perdre. Et en fait, quand tu fais des grosses levées de fonds et que ton business model est pas rentable et qui se base sur des levées, d'autres levées, d'autres levées, ça veut dire que ta boîte, elle tient pas tellement la route. Aujourd'hui, tu as des licornes qui sont en déficit depuis des années, qui sont pas rentables, qui valent des centaines de millions d'euros parce qu'ils ont levé je sais pas combien de fois et des montants astronomiques sur des projets qui sont pas rentables. Et moi, j'ai pas voulu ça. Moi, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est pas survivre sur des levées. C'est être bootstrap, y aller franco, prendre des risques. Et quand tu es dans cette situation de risque, tes décisions, elles sont hyper affûtées. Elles sont basées sur la rentabilité, sur la performance. Et tu te disperses moins. Tu vas pas, parce que tu as levé 10 millions, prendre les plus beaux bureaux du siècle. Moi, nous, on a des bureaux, ça fait genre 5 mois et j'ai monté Boku, ça va faire quasiment 2 ans aujourd'hui. Donc j'ai mis longtemps avant de prendre des bureaux. Et donc tu fais les choix dans tes dépenses, tu fais les choix dans plein de trucs. Et pour moi, c'est comme ça que tu débutes avec une bonne boîte bien construite. Et il y a un autre élément qui a participé au succès de Bocuse, ton passage dans l'émission Quotidien. Donc, d'ailleurs, une de tes rares interventions médiatiques. Comment ça s'est goupillé? Comment tu as atterri là? Et quelles sont un peu les retombées de ce passage? Ouais, alors effectivement, je suis passé dans Quotidien. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé combien tu as payé pour passer, comment tu as eu un contact, combien de chiffre d'affaires tu as généré, patati patata. La vérité, c'est que c'est eux qui m'ont contacté. Et comment? C'est assez simple. Quand tu as une boîte qui fait beaucoup de bruit, qui est très drôle, qui est très bankable, qui est très sexy, et ben c'est les médias qui vont venir à toi. Alors au début, quand tu montes une boîte, tu te bats pour que les médias parlent de toi. Et quand tu as une boîte qui fonctionne, tout le monde se bat pour parler de toi. C'est hyper intéressant comme changement de rapport de force. Et donc, ils m'ont envoyé genre un DM sur Instagram, un vendredi soir à genre 22h, 23h, en mode salut, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu voudrais passer lundi dans l'émission? Au début, je pensais que c'était un troll, donc j'ai pas répondu. Ils m'ont relancé. Là, je me suis dit, ok, c'est sérieux a priori. Donc j'ai répondu, email, tout ça derrière. Et ils m'ont invité dans l'émission comme ça. Et c'était le premier plateau de TV que je faisais. Et ça a été un passage de 4-5 minutes. Et avant, je sous-estimais largement la puissance et l'impact de la télévision sur un business. Et en fait, quand la séquence a été diffusée, en fait, je dis quand, mais c'est quasiment du direct, tu as 5 minutes de décalage. Et en fait, ils nous ont mis en rupture de stock en genre 35 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça. Et on a vendu 900 produits. Et là, je me suis dit, ok, waouh, en fait, tu as des médias un petit peu mainstream, voilà, comme la télé, qui fonctionnent encore hyper bien. Et quand tu passes dans un gros média comme ça te donne une notoriété de ouf. Donc au-delà du chiffre d'affaires généré, de la rupture de stock, tout ça, c'est super. Mais derrière, t'es passé à la télé. Et pour les Français qui ont tous plus de 30 ans, quand tu passes à la télé, c'est ah ouais, c'est sérieux ce qu'il fait en fait le mec. Ouais. C'est un vrai média, ça montre que t'es sérieux quoi.
Et derrière ça, tu as plein d'autres médias du coup, qui sont venus nous chercher pour faire des interviews que j'ai beaucoup refusées, des articles sur Boku, des machins, des trucs dans tous les sens. Donc il y a eu un effet à double tranchant, mais des bons tranchants, et c'était assez incroyable. Et même pour moi, c'était une super expérience d'être invité sur un plateau avec 6 ou 7 intervenants, des caméras partout. C'était une super expérience et une grande, grande fierté. Et j'ai pu dire à ma mère que j'ai montré mon Boku à la télé. Et ça, c'était assez dingue. J'avoue, c'est incroyable. Mais pourquoi tu refuses justement toutes les demandes d'interview? Pourquoi tu es aussi discret? Alors déjà, je trouve que je suis pas tout à fait discret dans le sens où la plupart des pubs Boku, c'est moi qui suis Oui, dedans. Et je effectivement. trouve justement il y a déjà une telle mise en avant de ma personne sous toutes les formes possibles et imaginables, que c'est bien de se limiter par moment. Et le souci quand tu fais parfois trop de podcasts ou trop d'interviews, c'est déjà par moment une grosse perte de temps. Parce que c'est des personnes qui sont pas toujours qualifiées, du contenu qui sera pas toujours bien exploité et propulsé. Et derrière ça, ça a tendance à dénaturer un petit peu ta personne et à trop t'exposer. En fait, il y a le William qui est mis en avant dans les pubs Boku, avec un script et une image de marque. Et tu as le William à titre personnel, dont on va parler sérieusement dans des podcasts. Mais pour moi, c'est vraiment une ouverture très très intime. Et des fois, tu as des podcasts qui sont pas pertinents, qui veulent vraiment t'utiliser pour ta notoriété, pour plein de choses. Et ça, tu le sens très très vite venir. Et tu as des mecs, c'est juste des usines à podcasts. Ils ont contact, je sais pas combien, des mecs comme moi. C'est allez, on passe, on fait des vidéos, on fait des vidéos en vidéo. Et ils sont drivés par leur podcast, leur business, plus que par le topic ou l'entrepreneur qu'ils vont interviewer. Et ça se ressent. Et du coup, j'ai toujours préféré dire non par défaut. Aussi parce que je voyais que les sujets abordés n'étaient pas tout à fait pertinents, que c'était par moments trop cadré aussi. Et du coup, pour moi l'essence même d'un podcast, c'est que c'est une discussion ouverte et libérée, et on permet à tout le monde d'en profiter. Quand tu commences à mettre trop de barrières, ça devient de la propagande en fait. Enfin, ça devient du contenu publicitaire déguisé, et ça me plaisait pas trop. Donc j'ai souvent dit non pour ces raisons-là. Aujourd'hui, tu as 24 ans, donc tu as le succès de Boku, mais avec le succès vient parfois et même très souvent les critiques. Comment tu fais face avec ton jeune âge à toutes ces critiques que tu peux recevoir, que ce soit sur ton Mhm. produit, sur toi, sur ta boîte? Ouais. Au début, ça m'impactait très très fort, hein. Le moindre commentaire Facebook négatif, ça me rendait dingue, je répondais, ça m'énervait énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que tant que tu as des choses à te prouver, tu vas être toujours irrité par les commentaires négatifs, de toutes sortes. Mais dès que tu te sens accompli en tant qu'homme, femme, entrepreneur, entrepreneuse, et ben ces commentaires, ils glissent quasiment sur toi. Parce que tu sais que tu n'as plus rien à prouver, et tu sais que ces personnes-là, elles font un mauvais jugement sur toi, et souvent c'est parce qu'elles ont un problème profond qui est de la jalousie, ou un manque d'empathie, ou ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, j'ai plus de peine, c'est hyper bizarre de dire ça, mais plus de peine pour les personnes qui viennent nous critiquer parce qu'elles m'envient, parce qu'elles nous envient, que de personnes qu'avant. Et donc aujourd'hui, maintenant, ça ne nous touche plus trop quand on me critique, même personnellement, sur mes produits, mes machins. Et avant, je m'amusais à répondre, même en personne, dans des soirées ou dans des rendez-vous, quand on me disait oui, ah ouais, quand même, c'est pas très dingue, c'est pas ouf, oui, vous auriez pu faire mieux. Au début, je me battais pour répondre. Aujourd'hui, je me bats plus pour répondre parce que j'ai plus d'intérêt à le faire et que je me rends compte que j'ai plus rien à prouver à personne. Et Mais tu dis que parfois on t'attaque sur ta personne. ouais, parce qu'il y en a qui jugent que c'est pas comme ça qu'on devrait communiquer, que on manque de respect à tel ou tel type de personne de communauté, ou que je sais pas, je suis genre le plus grand des capitalistes. Enfin, il y a tellement de mille et une critiques qu'on peut envoyer à quelqu'un à titre même personnel, juste parce qu'on l'envie et qu'on a envie de réussir. Et Internet, c'est le meilleur playground, la meilleure aire de jeu pour faire des critiques. Ouais. Donc, je pense que tu sais de quoi je parle. Donc, il y a un truc très très drôle, c'est que quand tu réponds à ces personnes-là sur Internet, et ben après, ils répondent plus. En fait, ils ont tendance à oublier qu'il y a des vrais humains derrière l'ordinateur, qui ont des vraies valeurs, et que ça touche vraiment. Et on a réussi comme ça à transformer pas mal de commentaires négatifs de personnes qui étaient négatives envers Boku en clients, parce qu'on leur répondait avec humour. Le pire truc à faire, c'est de s'énerver sur les réseaux sociaux. Mm. C'est le pire truc à faire, c'est de répondre avec les nerfs et avec le cœur. Il faut répondre avec la tête et te dire, ok, comment est-ce que je peux tourner cette situation-là à mon avantage. Et l'humour, souvent, ça nous permet de le faire. Et il y a un autre sujet qui est lié à l'entrepreneuriat que connaissent tous les entrepreneurs slash chefs d'entreprise. Hmm. C'est aussi le sujet de la pression. Comment tu fais pour justement éviter d'avoir trop la tête dans le guidon, t'aérer l'esprit? Je crois qu'il y a une grosse
partie sport Hmm. aussi qui doit t'aider. Si je te dis Lift to Olympus, est-ce que tu vois de quoi je Ouais, parle ou pas? absolument. Live to Olympus, c'est un peu comme mon end goal sportif, c'est un peu comme le phare du business, c'est jusqu'où, là où je veux aller, là où je veux finir. Et pour moi, il y a un vrai équilibre à trouver dans la vie entre famille, amis, amour, travail et santé. Et si tout n'est pas bien équilibré, tu deviens un petit peu taré. Et quand tu as ton esprit qui est sans cesse embué de pression, de stress, de décisions à prendre, parce que quand tu as un business, en fait, tu penses pas au problème du lendemain, tu penses au problème du lendemain, de la semaine, du mois et des années à venir. Parce que tu vois tout sans arrêt. Tu es un peu omniscient dans le business. Et donc, tu as tout le temps beaucoup de pression. Et tu as quelques moments, comme faire du sport, boire un coup avec des amis, passer du temps avec sa famille, qui te permettent de vider un petit peu ta tête, ton esprit. Et c'est hyper important de permettre à son corps et à son cerveau de respirer. Sinon, tes décisions, elles sont plus objectives. Tu deviens frustré. Tu as une fatigue, au-delà de la fatigue physique qui s'efface quand tu dors, tu as une fatigue psychologique qui est très dure à effacer si tu prends pas du temps pour toi, avec ta famille, tes amis et tout. Et donc, moi, le sport a un grand rôle à jouer là-dedans. Ça permet vraiment de me relâcher, de me soutenir aussi, parce que bosser 15 heures, 10 heures par jour plutôt, genre dans les grosses journées sur son ordi, bah, idéalement, ton corps, il aime pas tout à fait ça. Et du coup, c'est de trouver cet équilibre-là, à travers le sport, les amis et tout. Et je dis bien j'essaye, parce que quand tu es dans les premières années d'une start-up, d'une boîte, bah, tu dois faire des sacrifices. Mm. Ça passe par moins voir des potes, moins faire de sport, et plus bosser et moins voir ta famille. Donc au début, tu as forcément des sacrifices à faire, et après, tu trouves l'équilibre. Et moi, je suis encore à la recherche de cet équilibre-là. C'est très délicat à trouver, parce que tu te rends bien compte que en faisant des sacrifices maintenant, tu prépares ton avenir. Et pour moi, autour de 30 ans, tu as une vraie différence entre ceux qui préparent leur avenir et ceux qui vont le subir. Et donc c'est pour ça qu'entre 25 et 30 ans, c'est là il faut prendre toutes les bonnes décisions. Et je le répéterai jamais, mais entre 25 et 30 ans, tu as une vraie différence entre ceux qui préparent leur avenir et ceux qui vont le subir. Et ouais. Et dans la construction de Boku, il y avait un sujet aussi dont tu m'as parlé, c'est que, et je pense que ça joue aussi dans le fait de jamais sortir la tête du guidon, c'est que les premières années, tu l'as évoqué, effectivement, tu n'avais pas de bureau, tu bossais de chez toi. Alors c'était une espèce d'organisation qui, tu disais, t'allais bien parce qu'il y avait plein d'avantages, mais tu avais quand même du mal à être tout le temps chez toi, finalement. Et au final, quand tu as eu tes bureaux, tu disais qu'aussi, il y a eu des problèmes d'organisation. Enfin, déjà, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, chez toi, te frustrait et aujourd'hui, au bureau, te frustre? Et comment tu as vécu le passage entre les deux? Ouais, alors au début, j'ai pas eu d'autre choix que de bosser depuis chez moi, par manque de moyens et surtout à cause du Covid, puisqu'on était juste confinés à la maison, donc on pouvait pas sortir. Le problème, c'est que la maison, c'est pas l'endroit idéal pour bosser. Et quand tu veux monter un business, tu as genre 1 million de variables qui peuvent faire que tu peux te foirer. Et donc moi, j'ai pris la décision de devenir à peu près bon partout, en marketing, en produits, en web et autres, en acquisition digitale. Et donc je me suis dit, ok, donc sur les variables de la construction de business proprement parler, je suis plutôt bon partout. Si je suis bien les guidelines et la théorie, je ne devrais pas trop faire d'erreurs. Et donc je me suis dit, ok, quelle erreur, quelle variable peut faire que Boku soit un échec? Et la seule variable qui restait en tête pour moi, c'était la fainéantise et l'erreur humaine. Est-ce que je bosse assez sur mon business? Est-ce que je suis assez focus? Est-ce que je mets vraiment les bonnes heures dedans? Est-ce que je suis aware? Et donc, quand tu es chez toi et que tu es souvent déconcentré, c'est très très délicat d'éloigner l'erreur humaine. Donc, le truc que j'ai fait, c'est genre j'avais un chrono avec moi toute la journée. Et genre, je me chronométrais et je faisais genre 9-10 heures par jour de travail, mais net. C'est-à-dire que dès que je m'arrêtais de bosser, je mettais sur pause le chrono. Et tu faisais quand même une pause déj? Oui, je faisais une pause déj, mais c'est-à-dire que je me faisais des sessions de 2-3 heures de travail, et quand je bossais plus, dès que je me déconcentrais, et fine, tu vois, si je vais aller boire un café, me mettre sur mon téléphone sur Insta, je peux le faire, mais je mets sur pause le chrono. Et ça faisait qu'à la fin de la journée, de la semaine, du mois et du trimestre, je savais combien de temps j'avais bossé. Et en étant bon sur tous les scopes, voilà, web, marketing, créa, etc., pour Boku, et en étant bon sur le scope personnel, donc je sais que je faisais tout ce qu'il fallait faire, je mettais les heures dedans, je savais que si Boku était un échec, c'était juste que le concept n'était pas bon en fait. Parce que j'avais mis toutes les chances de mon côté. Et le problème, c'est que même en étant hyper focus, avec ces heures de travail calculées, tout ça, en fait, la créativité, la concentration, elle finit forcément par décliner. Et au bout d'1 an et demi de travail devant mon ordinateur chez moi, j'étais plus aussi bon qu'avant. Et fort heureusement, le Covid s'est arrêté à peu près à ce moment-là. Et donc, j'ai pris la décision de prendre des bureaux.
Et les bureaux, c'est bien, mais c'est pas chez soi. Et curieusement, quand on est ensuite dans des bureaux, on se dit ah bah j'étais bien chez moi. Donc c'est toujours un peu chiant de se dire ça, mais moi j'adore venir au travail. Il y a une mécanique de se lever le matin pour aller au taf, mais pour aller à ton taf, t'as une mécanique qui se crée qui est assez dingue, c'est que t'es content parce que tu te lèves, t'es vraiment content de te lever quoi. Et alors tu peux adorer ton taf quand tu bosses pour une boîte, tu vois, mais alors moi j'adore vraiment me lever pour ma boîte et me dire que bah, j'ai mes équipes qui m'attendent, que tout le monde va être souriant au bureau, qu'on va faire du super taf aujourd'hui. Et donc je me sens quand même beaucoup mieux dans mes bureaux que quand j'étais chez moi, parce que ça montre l'évolution. Tous les jours, je me retourne et je vois que tout ce qu'on a autour de nous, c'est grâce à Bocuse et c'est grâce à moi, grâce à ce que j'ai pu construire, et j'en suis hyper fier. Il y a aussi peut-être, enfin, je sais pas si c'est un élément qui a joué, mais tu es un des rares entrepreneurs que j'ai invité qui a créé sa boîte tout seul. Est-ce que, alors déjà, est-ce que ça a joué dans ce côté charge mentale, effectivement, parfois des focus, etc. Parce que ce côté binôme, ça permet aussi de tirer l'autre vers le haut quand il y a des moments un peu plus down. Et pourquoi tu as fait ce choix d'être solo et de ne pas t'associer à quelqu'un? C'était un choix fait un peu par défaut, mais je t'avoue, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, je sais faire des produits, je sais comment les vendre et je sais faire un site pour les mettre dessus. Je me suis dit, go, autant le tester tout seul. Et j'ai vu des mecs, mais bien moins formés que moi, réussir tout seul. Donc je me suis dit que c'était largement faisable par moi-même. Et mais je me suis quand même rendu compte très vite quand Boku a commencé à bien fonctionner, que tout seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin, quoi. Et donc, très vite, l'une des premières personnes que j'ai recrutées, c'est un bras droit. C'est mon directeur général associé qui s'appelle Gérard, qui a genre 24 ans, donc très jeune aussi. Et lui, il a un vrai côté performance pure. Donc aujourd'hui, moi, je suis côté plutôt créa, marketing, et lui côté performance, commerce, on va dire. Et ça crée un bel équilibre. Ce qui est sûr, c'est que si je l'avais eu dès le début, peut-être que j'aurais fait du meilleur travail. Mais en étant tout seul, j'ai fait plein d'erreurs. Et ça, c'est génial quand tu fais plein d'erreurs quand tu débutes parce que tu ne les referas plus jamais après. Et tu permettras à personne autour de toi dans ton équipe de les faire aussi. Et ça ne m'a pas laissé le choix que de répondre aux milliers d'emails de services après-vente, que d'être confronté aux produits, aux problèmes qu'on avait sur Facebook quand on faisait des publicités, d'avoir des businessmen au téléphone qui me disaient mais c'est n'importe quoi ce que tu m'as vendu. Enfin, quand tu es confronté à tous tes problèmes et que tu sais pas du tout comment y répondre au début et que tu trouves les solutions, en fait après tu deviens un guerrier de l'entrepreneuriat. Et les problèmes que tu as eu au début qui te semblaient énormes, quand tu les as 2-3 ans plus tard, ou même 6-7 mois plus tard et que tu es à plusieurs, bah pour toi, c'est de la gnognotte. Parce que tu as été tout seul au début, tu as été stressé comme pas possible. Mais dans ces cas-là, tu as, un sentiment de survie qui se crée. Et donc, tu trouves les solutions quoi qu'il arrive. Tu vois, parce que sinon, bah, demain, tu n'as plus de boîte en fait. Et donc, quand au début, tu as forcé ton cerveau à sortir les doigts des fesses pour trouver des solutions, eh bah, tu deviens un guerrier indestructible d'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est bien parce qu'après, tu fais moins d'erreurs, comme je disais. Mais par contre, Gérard, mon associé, il a le même âge que moi, mais dans toute la boîte, tout le monde est plus vieux que nous après. Et on a eu la sagesse de s'entourer de personnes plus intelligentes et plus expérimentées pour nous accompagner parce que l'expérience, en fait, il faut du temps pour en acquérir naturellement. Et ça a un vrai prix. Et nous, on ne l'avait pas. Donc, Mais parfois, le management de seniors, justement, quand on est plus jeune, il peut y avoir à la fois, effectivement, la difficulté pour les seniors d'être managés par des gens qui sont plus jeunes, la difficulté aussi pour les gens qui sont plus jeunes de ne pas savoir toujours communiquer avec les seniors parce qu'ils ont vu d'autres boîtes, ils sont plus expérimentés aussi dans leur secteur et ils sont vraiment spécialisés dans un secteur spécifiquement. Et parfois, il peut y avoir effectivement des espèces de conflits mentaux entre ce que demande l'entrepreneur et ce que peut faire le senior aussi et ce qu'il voit comme bon ou pas bon. Comment tu gères tout ça? De manière générale, on insiste vraiment sur le fait qu'on est une start-up. Et start-up, faut comprendre que c'est un peu le bordel dans une start-up. Hein. C'est-à-dire que tu as une liste de missions que tu es censé faire, mais tu en fais souvent 3 fois plus. Enfin, en tout cas, ton cerveau est souvent beaucoup plus explosé que ça, parce que tout est à faire. Et que tu es une petite équipe et que tu as toujours des gros sujets, surtout quand tu es en ultra-croissance, tu as toujours des nouveaux sujets qui arrivent sur la table auxquels tu n'es pas formé. Et donc ça, on s'assure que les gens le comprennent bien avant d'arriver chez Boku. Oui, tu arrives, tu vas bosser là-dessus et ce que tu sais faire, c'est ça, mais attends-toi à faire plein d'autres trucs que tu connais pas du tout. Et fine, c'est normal, on ne sait pas si tu vas être bon, mais a priori, tu es motivé, tu es pertinent, donc tu devrais bien te débrouiller. Et le seul petit problème qu'on a eu avec des seniors, et je reviens sur ce sujet-là encore, mais c'est quand tu as des problèmes un petit peu de hiérarchie
avec des personnes plus âgées qui n'apprécient pas que des plus jeunes, moins expérimentés, leur disent de faire telle ou telle chose, c'est des personnes qui ne sont pas bien avec elles-mêmes et qui ne sont pas, on va dire, accomplies et qui ont encore des choses à se prouver. Sauf que quand tu arrives dans une entreprise, tu n'es pas là pour te prouver des choses à toi-même, tu es là pour travailler pour quelqu'un et pour l'accompagner dans sa vision d'entreprise. Et si tu commences, on va dire, à trop discuter, ça veut dire, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que tu es un petit peu entrepreneur parce que tu penses savoir mieux te faire des choses que d'autres personnes. Donc, tu as envie de faire à ta manière. Et de faire à sa manière, c'est monter son projet et être entrepreneur. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion de, des fois, les gens sont faits pour bosser en entreprise, d'autres pour entreprendre et monter une boîte. Et tu as une vraie différence. Et donc, aujourd'hui, grâce à une bonne communication quand même en interne, on arrive avec des profils plus seniors, plus âgés, à bien bosser, en bonne intelligence. Et ça se passe très bien. Surtout qu'au début, quand tu montes une startup, tu veux faire les économies sur tout. Tu te dis, ouais, on va trouver le moins cher des prestats pour que ça nous coûte moins cher et qu'on soit hyper rentable. Mais tu te rends compte que tu prends un prestat pas cher, il fait du mauvais boulot. Tu en prends un deuxième, tu en prends un troisième, il marche pas. Tu as perdu 6 mois et genre 20 000 euros. Alors que tu aurais pu payer 20 000 euros un mec dès le début et il aurait fait le bon taf en un mois. Oui. Donc avec le temps, il faut apprendre à sortir de l'argent et à vraiment chercher les meilleurs profils et prendre des risques un peu plus gros pour avancer. Oui, les économies de bout de chandelle, c'est un des gros pièges de l'entrepreneuriat. Est-ce que justement, il y a toi une erreur qui t'a particulièrement marqué dans ces années de création d'entreprise? Ouais, il y a quand même un truc qui m'a marqué, c'est alors au début quand tu montes un projet, tu te focuses sur des éléments que tu penses existentiels mais qui ne le sont pas du tout. Genre avoir le plus beau des sites web du monde. Ça, c'est genre le truc que tout le monde veut faire, alors que les personnes n'ont pas testé leurs produits, n'ont pas fait de sondage sur des communautés, n'ont pas testé le pricing, ne savent même pas si la solution fonctionne. Enfin, il y a 1 million de trucs à faire avant d'avoir le plus beau site du monde. Et donc, on dit souvent que sur 100% des choses que tu fais, tu as 20% qui apportent 80% des résultats. Et il faut trouver ces 20% de tâches qu'il faut faire pour gagner 80% du temps. Et quand on est plus jeune et qu'on n'a pas l'expérience, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire pour accélérer. Et j'invite tous les jeunes à regarder ce qu'est la loi de Pareto. Et c'est cette loi-là qui te permet de prendre les bonnes décisions business et de bien attribuer ton temps. Le fameux 80-20. C'est ça, parce qu'au début, tu te disperses beaucoup et tu as tendance à faire ce qui va te faire beaucoup plus kiffer que les choses qui vont moins te faire kiffer, alors qu'elles sont parfois plus ou moins essentielles. Donc, pour moi, c'est ça, c'est passer trop de temps sur des choses qui ne sont pas existentielles. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre erreur qui t'a marqué en disant, enfin, une erreur qui aurait facilement pu être évitée, ou après l'avoir faite, tu t'es dit, mais ouais, mais en fait, je suis trop bête, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, il y a l'erreur du pricing sur nos produits. On a trop longtemps vendu nos produits trop peu cher. Et ça, c'est dû au syndrome de l'imposteur que beaucoup de designers et artisans ont, qui est que tu te dis que comme ce que je fais, c'est une passion, et que je le fais avec une telle facilité que je me vois mal mettre un pricing élevé dessus. Et tu as plein d'artisans qui vendent des produits à 20-30 balles alors que ça en vaut genre 120, 140, tu vois. Et donc, aujourd'hui, on vend un produit, on le vend à 139 euros. Au début, on le vendait à 89 euros. Et donc, on est passé de 89 à 139. Et ça nous a pris 1 an et demi à le faire. Et si, dès le début, j'avais vendu le produit à 139 euros, eh ben, on aurait été plus rentable peut-être dès le début, on aurait pu faire beaucoup plus de choses, accélérer bien plus vite. Et donc, il faut sans cesse tester son pricing, sans cesse A/B tester. Donc, une page avec un produit à 120, une page avec un produit à 130 et on voit ce qui se passe. Est-ce que les clients achètent autant? Est-ce qu'ils achètent moins? Qu'est-ce qui se passe? Et ne pas tester son pricing, c'est passer à côté de beaucoup de bénéfices et c'est passer du coup à côté de beaucoup d'investissements qui peuvent propulser ta boîte dans l'espace, quoi. Donc ça, c'est une erreur dès le début qui dès le début nous a pas mal freiné, je pense, ne pas vendre assez cher nos produits parce que tu te dis, j'ai pas envie de faire des marges de dingue parce que pour moi c'est irrespectueux pour les clients, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, puis je me vois mal vendre un produit aussi cher et tout. Et comme en fait on est sur un marché qui n'existe quasiment pas, avec aucun produit similaire quasiment disponible, t'as pas de price point sur lequel te fixer. T'as pas un concurrent qui vend le même produit que nous, ok, lui le vend à 100 balles, on va le vendre à 100 balles aussi ou un peu moins cher, tu vois. C'est à nous de fixer le prix parce qu'on est les premiers et les plus gros sur le marché. Donc, c'est au petit bonheur la chance. C'est tu te de ton profit et de ta marge un petit peu tout seul comme un grand. Et donc, tu te dis, ok, je ne vais pas faire trop, je ne vais pas faire pas assez non plus, sinon on die, quoi. Mais donc, dès le début, je pense qu'on aurait dû augmenter plutôt nos prix. Et justement, tu parlais de propulser Boku. Comment tu imagines l'avenir de Boku dans quelques années? Est-ce que ça restera un bidet à la française pour avoir... non, un bidet plutôt japonais pour adapter ses toilettes. Ouais. Ses toilettes... Françaises à la japonaise. À la japonaise, effectivement.
Tu parlais de lancer d'autres gammes. Est-ce que vous allez lancer aussi d'autres produits pour l'hygiène intime? Comment tu imagines la suite finalement? Ouais, j'ai une vraie vision que j'avais pas au tout début de Boku. Au début de Boku, je me suis dit, ok, les WC japonais, c'est génial, c'est bien mieux que les bidets. Mais le problème, c'est que c'est trop cher et trop peu accessible et que le marché n'est pas encore prêt à payer autant pour un produit qu'ils ne connaissent pas. Et donc, la stratégie qu'on adopte est la suivante, c'est pénétrer le marché avec un produit peu cher et très accessible, que les gens vont pouvoir installer facilement chez eux. Et le but, c'est de petit à petit monter en gamme, avec des produits de plus en plus élaborés, de plus en plus, on va dire, durs à installer, et de plus en plus chers, pour au final arriver et vendre de vrais gros WC japonais à 2, 3, 4 000 euros, des produits ultra high-tech, ultra haut de gamme. Et ça, on ne peut pas le faire tout de suite. Donc là, le pari qu'on prend, c'est investir énormément en publicité et en contenu éducatif, beaucoup plus que n'importe quelle autre boîte dans le même secteur que nous, pour être la marque, la brand top of mind. C'est-à-dire que demain, on veut que dès que quelqu'un pense à WC japonais, il pense Boku. Et si on arrive à faire ça dans la tête des gens, les gens dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, quand ils seront un peu plus aware au sujet des WC japonais, et qui se diront « Ah bah tiens, j'ai le budget, je prendrais bien des toilettes japonaises », ils se diront « Ah bah oui, Boku, c'est vrai ». Et nous, d'ici là, on sera ready avec nos toilettes japonaises et on les accueillera volontiers. Donc notre but, c'est de devenir des vrais leaders de WC japonais en France et plus largement surtout en Europe. Et pour ça, on le fait step by step. Et il y a l'avenir de Boku, mais il y a aussi ton avenir. Il y a aussi, il y a vraiment une passion de l'entrepreneuriat, de la création chez toi. Mais il y a un moment où la taille d'entreprise fait que tu deviens un peu moins entrepreneur et un peu plus chef d'entreprise. Est-ce que c'est un switch que tu redoutes? Est-ce que c'est un switch qui peut aussi potentiellement te faire quitter Boku pour lancer un autre projet? Comment t'imagines la suite pour toi? Ouais, j'ai tendance à penser que quand dans une boîte, t'es trop confort et que t'es dans une zone de confort trop élevée, t'as plus de risque d'entrepreneuriat. Et dans ce cas-là, c'est plus sexy, c'est plus attrayant, pour moi. Donc je me suis toujours dit que si demain Boku c'était genre trop stable et qu'il n'y avait plus d'innovation à faire et plus de prise de risque, je ferais autre chose. Alors peut-être qu'à 50 ans je me dirais pas la même chose, mais aujourd'hui je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie de prendre des risques et de lancer plein de projets. Et ça c'est une bonne chose, mais ce qui l'est moins, c'est de ne pas lancer un projet jusqu'au bout. Boku, il y a tellement de choses encore à faire pour Boku et autour de Boku. Et je redoute pas trop ce moment où on sera devenu une si grosse boîte que je me sentirais mal de continuer à la diriger. Parce que c'est comme un enfant, un bébé, c'est pas parce qu'il devient finalement adulte, majeur et vacciné que tu n'as plus envie de le voir, tu vois. Tu es toujours tellement fier de ce qu'il a accompli, même quand il a 30, 40 ans. Donc pour moi, Boku, ça va être une aventure long-termiste. Et il n'est pas impossible qu'à force, à terme, je lance d'autres activités à côté, toujours aussi funky et sexy, parce que c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat. Mais pour moi, c'est surtout 100% focus Boku, exploser le secteur au maximum, faire la différence, et derrière, maybe, faire autre chose. Mais dans 5 ans, tu t'imagines toujours vendre produire et vendre Boku? Ouais, 5 ans, ouais, clairement, ouais. 10 ans, je sais pas, mais je pense que si on continue sur cette lancée, dans 5 ans, on fera des choses vraiment incroyables, et ce sera tellement incroyable que je voudrais pas partir. Est-ce que dans 5 ans, tu t'imagines encore vivre chez tes parents ou pas? Non. Non, dans 5 ans, je vivrai plus chez mes parents, j'espère en tout cas. Ils viendront me voir à la maison par contre. C'est plus dur pour eux ou pour toi? De partir? De rester. Peut-être plus pour eux en ce moment, j'imagine. Il me voient pas beaucoup de pression, beaucoup de travail. Ouais. On arrive au terme de cette interview. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et de t'être prêté au jeu. Comme à chaque fois, je laisse la conclusion à mon invité. Donc, le mot de la fin est pour toi. Tu as ta caméra ici. Tu peux t'adresser directement aux gens qui nous regardent. Et je te laisse leur donner un conseil, un dernier message, tout ce que tu veux. The floor is yours. Ouais. Alors, un dernier message, ce serait le suivant. Tant que vous êtes jeune et que vous sortez d'études, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. C'est maintenant qu'il faut prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Parce que plus on avance dans la vie, plus les mauvaises décisions sont de très mauvaises décisions. Et il faut tester, mesurer la prise de risque. Comme je disais tout à l'heure, si la prise de risque, c'est de se retrouver chez soi, chez ses parents, juste sans économie, c'est pas une si grosse prise de risque que ça. Donc étudiez bien votre marché avant de vous lancer. Mesurez les tenants et les aboutissants et go, allez-y. Au pire, ça marche pas, mais vous y serez allé à fond et vous saurez pourquoi ça n'a pas marché. Donc allez-y. Merci beaucoup, William. Avec plaisir, merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Business School.